Moi, mon objectif, c'est d'être numéro 1 partout où je passe, en fait. Mais sauf que je veux pas le faire au détriment des autres, je veux pas le faire en écrasant les autres. Moi, je m'en bats la race de faire 1 million. Qui dit plus d'oseille, dit plus de responsabilité, dit plus de contraintes. Donc, à un moment donné, où est-ce que tu mets le curseur pour te sentir, toi, bien ? Si je prends pas de plaisir, je m'en vais. Et le personal branding me permet de vivre pile dans l'épicentre de l'ikigai, parce que je fais ce que j'aime, parce que les gens me payent pour ça, parce que du coup, il y a un vrai besoin et parce que j'apporte de la valeur. C'est incroyable. Salut Enzo, bienvenue. Hello Matt, merci de m'accueillir. Ah là là, merci à toi d'être venu jusqu'ici. Dans ce studio, je t'accueille, c'est un studio qui n'est pas le mien, on est chez Orso Média. Merci pour l'accueil Orso Média, Mathieu Stéphanie, tout ça. On est dans le temple du podcast finalement. De ouf. Ouais, ça fait trop plaisir. Merci d'avoir accepté de venir parler de ta bonne réputation. Tu vois, on va passer ton image sur le grill. Image que je sais être très positive, géniale, mais que je sais qu'il y a beaucoup de taf aussi derrière. Image que je trouve aussi très intéressante, ton image dans l'énergie que tu dégages, bien sûr, mais aussi dans sa construction. Parce que quand on s'est connus, ça doit faire 3 ans, 4 ans, et en fait, tu avais ton podcast Phoenix, l'échec mention très bien, un podcast génial que tout le monde connaît. Et du coup, tu faisais des conférences sur l'échec. Tu étais vachement identifié sur ce sujet-là, sur l'échec. Tu bossais, tu étais déjà commercial, tu bossais chez WeHelp. Mais voilà, tu étais très identifié sur l'échec et tu t'es fait bien connaître là-dessus. Tu dois limite monsieur échec. Enfin, on pensait à Enzo, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la parole là-dessus. Aux US, un peu plus. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as switché depuis et tu es vraiment identifié cold call ou prospection téléphonique, tu vois. Et en fait, au point que c'est devenu presque hype. Il y a une espèce de hype aujourd'hui autour de la prospection téléphonique. Enfin, c'est un truc qui est pas sexy à la base, qui est difficile. Et en fait, t'as plein de boîtes qui veulent se faire coacher ou faire coacher leur équipe par Enzo Colucci sur le cold call. Et je trouve que c'est assez fort, en si peu de temps, d'avoir été identifié sur 2 sujets comme ça précis. Et ce qui est intéressant pour la petite anecdote, c'est que j'étais là au moment du switch, parce que je sais pas si tu te souviens, ça doit faire 2-3 ans, on était chez Iconoclast, moi j'étais directeur marketing, toi tu venais pour intervenir, et t'étais en train d'écrire un article. En fait c'est marrant parce que je venais d'écrire un article pour un média qui s'appelle Tribes, un média pour les startups. J'avais écrit un article sur le minimum viable brand, je crois, et je me souviens, t'écrivais un article sur le cold call et tu me disais, cold call, donc prospection téléphonique, tu me disais, déjà, tu m'avais dit, là, je vais arrêter mon podcast sur l'échec. Je vais arriver au bout, 50 épisodes. Je crois que tu as terminé avec Mathieu Stéphanie qui nous accueille aujourd'hui. La boucle est bouclée. Et tu étais en train d'écrire un article. Tu me disais, c'est chiant. Pour moi, l'écriture, c'est un peu relou. C'est pas mon truc qui me fait kiffer. Et je sais pas ce que ça va donner, quoi. Je vais écrire un article sur la prospection téléphonique. Et du coup, ce que je sais, c'est que 3 semaines après, tu as fait un post là-dessus. Du coup, tu me cites dans le post en plus parce qu'on avait trippé là-dessus au moment où tu l'écrivais. Cet article, il explose. Et je crois que c'est ça le début de Enzo égale expertise prospection téléphonique, quoi. Ouais. C'est un peu ce truc-là, non ? Ouais. Beaucoup de choses dans tout ce que tu cites. Je sais pas par où commencer. Échec ou call. Mais ouais, le call, c'est un peu né de... des expériences que j'ai pu avoir moi avant, où j'ai été beaucoup confronté à ça, où j'ai réussi à en faire en tout cas un jeu. Moi, la vente, ça a toujours été un jeu. Ouais. J'ai commencé en fait par la force des choses, par le hasard, comme je dis, avec du coup au final beaucoup de chance, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais je vendais des ONG dans la rue. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, quand j'étais encore en études en Suisse, et que j'ai arrêté HEC Lausanne, où j'étais pas parti pour les bonnes raisons. Et en fait, j'ai trouvé ce taf-là par hasard, et ça a débloqué plein de choses chez moi. Et du coup, la vente est devenue un jeu par la force des choses, parce qu'en fait, il fallait arrêter des gens au bol, tu vois, les pitcher, les faire signer. Ouais. Et si tu prends pas un peu de plaisir dans ce que tu fais tous les jours, en fait, t'es pas bon. Et donc, je pense que j'ai réussi un peu à répertorier ça, tu vois, genre sur le call. Et oui, donc c'est parti de cet article, en tout cas au tout départ. J'avais déjà une verticale qui était l'échec, comme tu dis, tout en faisant mon taf de commercial. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, il faut peut-être que je sois identifié sur 2 verticales, tu vois. Parce que ça fait longtemps que je fais de la vente, je pense être pas trop dégueulasse. Et donc, j'ai sans doute des trucs aussi à apporter. Et ouais, du coup, c'est né de cet article qui a buzzé de ouf, qui doit être aujourd'hui, je crois, l'article, ce que me disait encore Thibaut Renouf, le fondateur de Partout et donc de Follow Tribes, que ce soit le podcast ou l'article, c'est les 2 écoutés ou plus lus du blog ou du podcast. C'est combien je crois que tu les as sur le site, les vues. Ouais, je sais pas, peut-être 40 000, pas loin. Moi, j'étais content, j'ai un article qui a fait 5 000 vues. Le truc, il a fait 40 000, mec. C'est le seul et unique article que j'ai écrit du coup de ma vie. J'étais, comme tu dis, assez stressé à l'idée de le faire. Je voulais que ce soit parfait, etc. Je sais pas trop par quel bout prendre le truc.
J'ai été un petit peu aussi clivant dans le post, tu vois, genre Ouais. pour un peu titiller, genre le titre c'est le call calling, c'est là qu'on connaît les vrais sales, tu vois. Donc le truc un peu genre piquant. Ouais. Et l'image c'était Jordan Belfort, tu vois, le loup de Wall Street. On n'aime pas, on s'en branle, on n'est pas là pour juger les trucs, mais je trouvais ça drôle, la petite image, le reflet de ce truc-là. Et donc il y a eu aussi donc beaucoup de gens qui sont énervés sur le post, donc en fait ça a fait monter le reach. Donc en fait il y a de plus en plus de gens qui l'ont vu, qui l'ont lu, etc. Et donc c'est un peu parti de là. Puis bah après dans mon quotidien j'ai continué du coup à faire ce que je savais faire et puis à me faire inviter sur des podcasts à droite à gauche. Et c'est comme ça en fait que la marque Enzo en fait s'est créée, c'est que je me faisais du coup inviter à droite à gauche, plus la régularité des posts. Ouais, il y a du Postais taf. quand même toutes les semaines sur LinkedIn depuis que j'ai lancé le podcast, donc c'était janvier 2020, juste avant le Covid. Je m'étais dit, je vais être régulier. Il faut que je poste une fois par semaine pour la sortie du coup de mes podcasts. Il faut que je commence à me faire voir. C'est le moment où il n'y a pas grand monde qui explose sur LinkedIn, tu vois. Genre 2020, t'as Gambato. C'est l'année de Grégoire Gambato qui casse LinkedIn littéralement, tu vois. Ouais. Et après, d'autres profils émergent, ou des boîtes aussi, tu vois, genre les Walaxy, les Lemlist avec Guillaume Moubèche qui prennent aussi bien la parole, les Caroline Mignot à ce moment-là, tu vois, genre Nina Ramen, tu vois. T'as plein de créateurs de contenu. Mais il y a de la place, puis même encore aujourd'hui, tu vois. Donc tu te dis, bon, bah moi, ce que je veux, c'est être régulier. Je veux surtout apporter de la valeur, en fait. Je pense que tout à l'heure, on parlait, tu vois, tu as des objectifs financiers, bien sûr, mais en fait, ma métrique, ça a toujours été, c'est con à dire, et bullshit ou pas, je m'en bats les couilles de ce que pensent les gens, mais c'est le kiff, c'est le plaisir. C'est savoir aussi pourquoi tu le fais. Moi, j'ai créé un podcast à la base pour parler d'échecs et de résilience, parce que je voulais aider les gens autour. Moi-même, je voulais m'aider moi, bien sûr, de manière égoïste, parce que j'ai vécu plein d'échecs dans ma vie, et j'ai des périodes sombres, et donc j'avais envie de voir du positif. Donc j'avais envie aussi d'amener de la lumière un peu dans le quotidien des gens, leur montrer qu'il y a des gens qui ont vécu des choses atroces, cancer, peine de cœur, surendettement, alcoolisme, prison. J'ai traité plein de sujets comme ça. Et c'est de leur dire, ces gens-là, ils s'en sont sortis. Pourquoi pas toi ? Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc j'essaie de prôner un peu des trucs cool, tu vois. Et donc après, j'essaie de garder cette continuité de... Je prône des valeurs sympas, des belles valeurs, en tout cas c'est ce que j'estime moi faire au quotidien. Et après je le fais avec moi un peu ma petite patte, un peu fou, un peu, tu vois, vulgaire, rien à foutre de dire oh là, on laisse se faire enculer, tu vois, genre, et je les regarde dans les yeux, alors je dis laisse se faire enculer, on s'en fout, tu vois, genre, moi ce que je prône c'est l'authenticité avant tout. Je suis le même, mais tu t'es bien placé pour le savoir. Ouais. Là, sur un putain de plateau où on parle de pro, que le week-end, si on se met des races ensemble, ou si on part en week-end, ou si on fait un dîner. J'aime pas. On verra ce week-end. On verra dimanche. On verra dimanche. Mais trop cool. En tout cas, ok, t'as déjà parlé de plein de choses en fait. Ouais, Je vais y revenir, mais on va y revenir. On va y revenir de manière structurée parce que le but c'est justement un peu de comprendre, de post-rationaliser tout ça en fait. Tout ce taf que tu fais depuis 2020 en fait. Bah, il a une évolution, il y a des étapes, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. C'est un peu ça que j'ai envie d'aller chercher pour voir ce qui se cache derrière la marque Enzo, tu vois. Et je voulais démarrer, on démarre un peu plus cool par une question surprise, mais je te laisse tirer une de ces cartes. Il n'y a pas vraiment de question piège. Hein. Ah, ça me fait penser à... Tu connais, bah oui, tu l'as eu du coup, Manon Tournant. Ouais, à qui on fait des gros bisous. Manon, c'est carrément une idée que je prends de toi et de ton podcast. Elle fait tirer des cartes et je trouve ça cool. C'est génial. Son podcast, il est ouf. Allez écouter L'ascenseur émotionnel de Manon Tournant si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est ouf. Ah, l'enculé. Je vais dire beaucoup enculé, je suis désolé. Le truc le plus gênant qui se soit arrivé grâce à ta réputation. J'adore le terme. Enfin, par contre, je me bloque, mais ta réputation, tu sais. J'aime bien dire que je suis personne, tu sais. Je suis personne, mais je commence à être quelqu'un sur certains trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, ma réputation, parce qu'en vrai, je suis personne. Moi, personne me connaît à part un peu sur LinkedIn. Mais bon, après, tu me diras, tu te fais arrêter en boîte, c'est drôle. Tout est relatif, tu vois. Tout est relatif. Le truc gênant, bah, ça dépend ce qu'on appelle gênant. Qu'est-ce qui peut être gênant Gênant via ma répute. Ou une anecdote, tu vois. Bah, un truc drôle, tu vois, genre moi je suis encore célibataire, même si ça fait pas plaisir à ma mère. Non, je rigole. Et oui, du coup, c'est appli de rencontre, et en fait, du coup, j'ai eu quelques nanas qui m'ont genre reconnu, tu sais, genre sur l'appli, tu sais. Donc en fait, c'est un peu bizarre, là, t'es là en mode genre, ouais, d'accord, ok, ouais, tu m'as vu sur LinkedIn, bon, ok, d'accord, super. Donc un peu gênant, mais non, la gênance pas trop, en vrai, j'ai que des gens bienveillants, en fait, j'ai la chance, c'est que les gens qui me connaissent, je sais pas si on peut appeler ça ma communauté, mais en tout cas des gens qui me suivent, j'ai que des retours hyper gentils tout le temps.
Je me suis fait arrêter plusieurs fois, de plus en plus d'ailleurs, c'est drôle, sur Paris, que ce soit en boîte ou que ce soit des trucs open air ou des petits endroits un peu à la con. De plus en plus, il y a toujours une petite personne, mais avec toujours beaucoup de bienveillance, tu vois, genre de sympathie qui vient te voir, genre ah c'est cool, je regarde ce que tu fais et tout, merci. Et c'est ça qui est un peu gênant, c'est toujours le côté waouh, tu sais, c'est trop cool, mais tu sais pas comment accueillir ça en réalité, tu vois, genre quand t'as quelqu'un qui te reconnaît, qui te dit j'adore ce que tu fais, tu sais, c'est toujours un peu, je sais pas, tu sais pas comment réagir à ça, à part dire merci, mais il y a une forme de gênance là-dedans, tu vois, genre, et je fais pas l'hypocrite du tout, je trouve ça génial que quelqu'un te reconnaisse et reconnaisse ton travail, tu vois. Mais c'est toujours un peu bizarre, je t'avoue. Parce que je suis loin d'être une star et je suis personne, encore une fois, tu vois. Ouais, c'est les gens qui te connaissent, mais toi, tu les connais pas. Ouais, ça, c'est bizarre de plus en plus. Ouais, c'est chaud. Parfois, tu te sens un peu mal à l'aise, d'ailleurs, quand les gens disent « Ah, tu te rappelles ?» Et tu sais, moi, je vois tellement de gens, enfin, je coach, du coup, genre 100 personnes par semaine, quasiment, plus les gens que tu vois encore à côté, donc j'essaie de retenir, mais j'en vois tellement que parfois, t'es là, genre « Ouais, attends, remets-moi. Ah oui, telle boîte. » Donc, mais au départ, je l'ai pas, tu vois. Ouais. Ok, non mais merci d'avoir répondu de manière honnête. Appli de rencontre, et voilà. C'est pas mal le coup des applis de rencontre. Et bah top. Écoute, on va rentrer sur la partie sérieuse là de l'interview. Je voulais présenter les 3 piliers de la bonne réputation. On pourrait, c'est pareil, on pourrait théoriser le truc de 1000 manières. Moi, j'aime bien le théoriser de cette manière-là. En fait, pour moi, derrière une bonne réputation, une réputation d'ailleurs qui pourrait être mauvaise, hein, mais derrière une réputation, en fait, il y a sur une échelle en tout cas derrière une réputation sur une échelle de visibilité importante, on va dire, parce que la réputation c'est neutre, ça pourrait être auprès de 3 personnes. Derrière une réputation sur une échelle de visibilité importante, il y a forcément un travail de personal branding ou marque personnelle, et pour moi c'est un boulot, enfin en tout cas la marque personnelle, le taf là-dessus peut être résumé en 3 piliers, tu vois. T'as le pilier identité, t'as le pilier crédibilité, t'as le pilier visibilité. C'est comme ça que je résume, que je quadrille à peu près le terrain. Et pour moi, l'identité, c'est qui tu es, qui tu veux être, quelle est l'image que tu veux renvoyer, que tu veux renvoyer aux gens. La crédibilité, ça va être toutes les preuves que tu envoies pour coller à cette image, pour que les gens accordent de la confiance à cette identité. Est-ce qu'il y a une dissonance ou pas, tu vois. Et donc là, on va parler des contenus notamment. Et ensuite, une fois que tu as vu le pilier identité, crédibilité et que c'est du coup pas mal aligné, pour moi, tu as le pilier visibilité. C'est à quelle échelle tu rayonnes. Et ça, c'est notamment grâce au travail du réseau, tu vois. Le nombre de gens que tu connais et comment tu tisses ton réseau. Et on va creuser un peu tout ça. Mais avant, je voulais savoir pour toi, en fait, ce que c'est le personal branding ou la marque personnelle. Vaste question, mec. C'est quoi le personal branding ? Comment tu veux que je passe après ta définition et tout ce que tu as dit toi, du coup ? C'est quoi le personal branding ? C'est juste montrer aux gens qui t'es, ce que tu fais, bon, comme tu dis, ton identité, qui t'es réellement, genre je pense derrière, la notion d'authenticité pour moi, genre elle est forte, et puis le personal branding, c'est ce qui te permet aujourd'hui d'avoir de la visibilité, ça te permet genre de prendre confiance en toi, ça te permet surtout de créer ta propre marque en réalité, et potentiellement on vit dans une ère là où... en fait, tu te rends compte que les individus deviennent potentiellement plus forts que les entités, que les entreprises, que les marques, tu vois. Donc en fait, c'est une somme de plein de petites individualités et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc c'est une vaste question, j'ai pas la bonne réponse, je sais pas ce que c'est que le personal branding, parce qu'en fait, pour être très franc avec toi, j'ai l'impression que tout ce que je fais, je le fais malgré moi. Sans faire le mec du tout, hein, je m'en bats les couilles encore une fois. C'est que moi, j'ai une mission, je fais des choses, j'essaie d'être hyper... résilient en tout cas, d'être discipliné dans ce que je fais. J'ai eu un passé de sportif, etc. Et donc qui fait que j'arrive à avoir ça en tête. Mais réellement, je fais un peu ça malgré moi, tu vois. On avait parlé ensemble l'autre fois, tu m'as dit, ouais, ce qui est fort avec toi, c'est que tu marketes vachement bien et tout. Bon, je le fais parce que, je sais pas, ça me semble naturel de le faire, tu vois. Après, mon branding, je le travaille parce que c'est de la régularité, en fait. Personal branding, ça veut dire il faut que les gens te voient sous ton vrai visage. Il y a la notion vraiment, je te dis, d'authenticité qui revient beaucoup. Et il faut être régulier. Et il faut après aussi, encore une fois, savoir ce que tu veux transmettre. Et le personal branding, il doit être facilement identifiable, justement. C'est que, quand tout à l'heure, tu vois, je te parlais, moi, je m'étais dit, il faut que j'ai 2 verticales, max. Si tu commences à être un peu partout, c'est qu'à la fois, du coup, tu es nulle part, donc tu n'es pas vraiment expert. On aime bien aussi les profils, ce qu'on appelle, du coup, T-shape. Ça veut dire que tu es assez complet, mais tu as une vraie expertise ou 2. C'est un peu dans ce sens-là où moi, du coup, je vais, tu vois, genre, je sais que j'ai des notions un peu, tu vois, dans tout, du market, de l'entrepreneuriat ou autre, mais
Là où je sais que je vais apporter de la valeur et où je vais pouvoir aider vraiment les autres, c'est aujourd'hui beaucoup sur la vente. La notion d'échec, c'est plus partage de valeur ou autre. Je suis pas un docteur, tu vois, en échec, j'ai pas fait de doctorat là-dedans ou autre. Ça va être de l'inspiration aussi. Ouais, exactement. Ouais. Et merci pour ta réponse. Le truc intéressant aussi que je trouve, enfin que tu dis, c'est à un moment tu as dit ça te sert à te donner confiance. Et moi je suis persuadé que le personal branding, il y a la partie façade marketing, un petit peu. Tu renvoies une image, il faut qu'elle soit vraie, mais malgré tout, il y a un travail pour montrer les 1% de toi que tu veux montrer. En fait, c'est plus un travail de choix, parce que c'est impossible de se montrer dans son entièreté. C'est trop, puis tout le monde s'en fout, puis on est trop complexe. Tu veux te montrer sous ton meilleur jour, c'est normal aussi, tu le marketes un peu le truc. Tu le marketes un peu, mais il y a aussi, pour moi, c'est aussi un outil de développement personnel. Parce qu'en fait, faire le travail de se dire, qu'est-ce que je veux montrer, comment je le montre, et de le faire, d'être régulier dans un effort de communiquer à travers sa personne et prendre la parole sans permission. Ça, je trouve qu'on est dans une époque géniale parce qu'on peut le faire grâce aux réseaux sociaux, etc. Ça peut être dangereux, mais on peut le faire. Il y a un truc de dev perso parce qu'en fait, t'as des gens en face qui te renvoient la balle, quoi. Bien, pas bien, etc. Et donc, il y a ce truc-là, ça peut donner confiance, on peut aussi se casser la gueule. Et pour moi, c'est un gros outil de dev perso, tu vois. Le fait de le faire, on reste pas seul dans sa chambre avec son esprit, on se confronte au monde aussi. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et justement, pour rebondir sur le taf que tu fais depuis longtemps de manière régulière, le podcast, tu as fait des conférences sur LinkedIn, etc. Là, je vois en ce moment que tu te développes pas mal sur la vidéo. Je pense à Cold Club, je pense à Le Frigo. Je sais que tu as plein de projets dans les cartons. Je voulais savoir, en fait, quel est ton... Et tu m'as parlé des 2 verticales. J'ai l'impression que l'échec, maintenant, est un peu mis de côté. Quel est ton objectif aujourd'hui avec ta marque personnelle, en fait ? L'indépendance, la liberté. La liberté, du coup, de faire ce que je veux, de bosser avec qui je veux, quand je veux, comme je veux. La liberté financière. Ouais. C'est ça que ça m'apporte aujourd'hui, en fait. Ce branding-là, je me suis rendu compte, là, dans la dernière boîte où je suis passé, qu'on connaît, tu vois, ensemble, Iconoclast, qu'on embrasse et que j'adore et où je suis très content d'être passé aussi par là. Mais littéralement, en termes d'image sur les réseaux, je vais pas faire le mec faussement humble. Je pense être plus gros qu'eux sur la verticale, tu vois, de la vente. Avoir une image qui est plus grosse que ce qu'a été Iconoclast, en tout cas, tu vois. Donc, à un moment donné, en fait, tu te détaches et puis tu vas chercher ta propre liberté. Et je pense que c'est ce qu'on cherche tous à avoir. Après, je sais pas quelle est réellement l'envie de chacun. Moi, mon envie, c'est d'être libre, c'est de kiffer ma vie, c'est donc de pouvoir bosser avec qui je veux. Bien évidemment, c'est d'avoir suffisamment de thunes à côté pour pouvoir répondre à mes besoins, pour pouvoir surtout faire plaisir aux proches ou autres. Et dès que tu arrives à... Je vais refaire un peu ce que je veux dire là, avec plus de structure, dans le sens où je trouve que, en tout cas, moi, ce que ça me permet aujourd'hui, c'est d'atteindre, je ne sais pas si on en avait parlé ensemble, la notion d'ikigai. Le concept japonais ikigai. Moi, en tout cas, mon personal branding, et enfin, mon parcours global, mais je veux dire, mon branding aujourd'hui me le permet. L'ikigai, du coup, c'est une notion avec 4 concepts. C'est du coup là où il y a un besoin, là où les gens sont prêts à payer, là où tu es bon, et ce que tu aimes, en fait. Et avec tout ce que j'ai accompli là, depuis du coup 10 ans, par tâtonnement, je savais pas réellement où j'allais. Je savais que j'avais une mission en tête à chaque fois, un truc qui me drivait, mais je savais pas que j'allais en arriver là, tu vois, aujourd'hui. Et le personal branding me permet aujourd'hui de vivre pile, d'être dans l'épicentre là, tu vois, de l'ikigai, parce que je fais ce que j'aime, parce que les gens me payent pour ça, parce que du coup il y a un vrai besoin et parce que j'apporte de la valeur. En fait, du coup, genre tout ça mélangé, genre c'est incroyable, tu vois. C'est ouf. Et ça m'a permis de me détacher, tu vois, et d'avoir. Pour moi, c'est la liberté le personal branding. Avant toute chose, en tout cas. C'est ultra intéressant ce que tu dis, parce que j'avais jamais réfléchi le truc comme ça. Parce que tout le monde ne le fait pas. Tu vois, en fait, le truc avec la marque personnelle, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas le choix de l'avoir, en fait. On est humain, les gens, on est humain, donc on est des machines à juger. Donc, en fait, les gens te colleront une étiquette. C'est juste, est-ce que tu choisis de bosser sur cette étiquette et de marteler un message pour que les gens te mettent vraiment là où tu veux, ou est-ce que tu laisses faire les choses? Et du coup, en fait, ta marque personnelle, ta réputation, elle se construit un peu au gré du vent. Mais du coup, tu laisses faire le truc. Et du coup, tu as raison, en fait. Tu viens de me faire penser à un truc. Peut-être que ceux qui veulent, parce que moi, c'est pareil, ceux qui bossent délibérément sur cette marque personnelle, c'est peut-être ceux qui veulent prendre leur liberté, en fait. Moi, la valeur liberté, c'est ma valeur numéro 1. Et je viens de connecter le truc, en fait. C'est peut-être ça, le drive qui fait que je bosse là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai pas envie que les autres m'enferment dans des cases dans lesquelles je veux pas être. J'ai envie de alors il y a un truc de contrôler ça, quoi. Je pense que tout le monde de toute façon a envie d'être libre, comme on dit depuis tout à l'heure, que ce soit financièrement ou autre. Tout le monde a envie de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Enfin, ce que je dis tout à l'heure, je pense que tout le monde a vraiment cette envie-là. Après, tout le monde n'a pas forcément l'envie ni le besoin de développer, tu vois, son personal branding. C'est pas une nécessité, tu vois. Il faut pas en faire une nécessité, je pense, aujourd'hui. Les gens ont le droit
d'être heureux comme ils sont aujourd'hui, de se dire... En fait, j'ai plein de retours de gens qui me disent, tu vois, moi, je pourrais pas parler comme ça, je pourrais pas me montrer. Et à la fois, du coup, je comprends. Moi, je fais pas ça pour me montrer, en fait. C'est pas parce que je veux flatter mon ego, même si on en a tous, évidemment. Ça fait partie de l'équation, je pense. Ça fait partie, mais en fait, c'est pas parce que je veux me montrer, c'est parce que... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est parce que j'ai un sujet qui me passionne et que j'ai envie de partager. Et donc, pour le partager, il faut que j'utilise les outils qui sont autour de moi, à savoir des réseaux sociaux. Ce qu'il y a, c'est qu'on stigmatise aussi beaucoup. Ça veut dire quoi? Ah, t'es influenceur. Maintenant, t'as de plus en plus d'influenceurs B2B. Ouais. Ah, t'es influenceur. Ah, t'es genre les Marseillais. Ah, tu montes ton cul. Ah, tu sais, en fait, on a aussi vachement stéréotypé parce que Instagram, TikTok, en fait, on croit forcément que si on poste sur les réseaux, c'est qu'on est un espèce de gros bolos ou un putaclic ou je sais pas quoi. Mais tu peux le faire parce que là, on parle beaucoup. On est sur du pro, là, on parle sur du B2B. Bah ouais, on parle de business. Même si on fait du business via Instagram, Facebook ou autres, qui sont plutôt des réseaux sociaux B2C, tu vois, genre, mais en fait, on fait du business à travers ça. Mais aujourd'hui, on peut faire genre de l'influence et inspirer les gens sur des thématiques justement pro. Et moi, je trouve que c'est hyper important de le faire, puisqu'en fait, le pro ne doit pas se décorréler du perso, parce qu'en fait, on vit en fait de notre travail, tu vois. Et moi, mon but aujourd'hui dans la vie, c'est d'essayer de transmettre ça aux gens, c'est putain, sois heureux quand tu te lèves le matin et va taffer. Et va taffer pour un truc qui te fait plaisir. C'est facile à dire. Il y en a qui n'ont pas le choix, peut-être, mais on a toujours le choix au fond, tu vois. Quand je dis ils n'ont pas le choix, c'est parce que je sais que financièrement, c'est compliqué. Tu as des situations familiales, tout ce que tu veux. Tu en as qui sont malheureusement enfermés là-dedans, bien sûr. Mais moi, l'idée, c'est de se dire aux gens, putain, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Si vous en prenez pas, cassez-vous, quoi. Ouais. Parce qu'on a toujours le choix de le faire. Oui, c'est dur. Ça veut pas dire que c'est simple. Attention, la vie, elle est dure. Hein. Mais on a le choix de faire ce qu'on veut derrière. Et toi, ça t'a permis de trouver ton ikigai, et ça, c'est incroyable, parce que être au centre du truc, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce que je kiffe, pourquoi les gens sont prêts à payer, c'est quand même pas tout le monde. Enfin, c'est rare. J'ai tâtonné. Et du coup, j'avais cette question-là, c'était jusque-là, du coup, ton personal branding, il t'a apporté ça, de trouver ce truc-là, ou alors peut-être c'est trouver ce truc-là qui fait que tu rayonnes aussi plus. C'est quoi les résultats tangibles, intangibles que ça t'a apporté? T'as parlé de thunes, t'as parlé de... Qu'est-ce que ça m'a apporté, genre depuis, je te dis là, c'est d'être totalement en phase avec moi-même, avec ce que je fais. C'est prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien. J'adore les gens avec qui je bosse, j'adore ce que je fais, j'adore ce que je transmets. Je gagne vachement bien ma vie, beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, tu vois, il y a encore un moment. Et parce que voilà, tu as une valeur sur le marché, tu vois ce que tu apportes, et puis en fait, c'est logique. Donc ça m'apporte aussi une facilité, tu vois, genre financière aujourd'hui, mais vraiment que j'aurais jamais imaginé. Et juste d'être heureux, en fait, tu vois. Ça m'apporte juste ça, tu vois. Et c'est parce que j'ai tâtonné, parce que est-ce que j'ai fait les bons choix? J'en sais rien. En tout cas, j'ai fait les choix qui me sont propres, tu vois, et je les assume aujourd'hui. Et il a fallu switcher. Il a fallu, tu vois, accepter de justement, genre, de rater ses études pour aller vendre des trucs dans la rue, puis en fait arrêter, reprendre des études, voir qu'au bout de 2 ans, ça fait chier, partir, faire de l'entrepreneuriat, monter sa boîte, voir qu'au bout d'un an, en fait, ça marche pas, donc j'arrête, faire 3 ans et demi dans le médico-social, avoir la chance d'être dans une boîte qui grimpe, arriver en bout de course, t'as pas envie de te barrer parce que t'aimes les gens, mais tu sais que c'est le moment, t'as une boîte qui te recrute, la boîte, tu la kiffes, à un moment donné, ça se casse la gueule, tu dis, ok, c'est le moment de se barrer, j'ai fait les choix. Je suis pas resté, tu vois, à chaque fois dans les boîtes. J'aurais pu attendre, je ne sais pas quoi. Moi, je suis très proactif là-dessus, tu vois. J'essaie d'être très rationnel. Si je sens que je suis pas bien, je me casse. Ouais. Et donc, en fait, je vais chercher, entre guillemets, mieux, mais mieux pour moi. Bien sûr. Je vais chercher quelque chose de nouveau, en tout cas. Là, je sais que je me complais dans un truc qui me va pas. Donc, je vais chercher autre chose. Et je reste, en tout cas, parce que si je suis un peu hyperactif... Légèrement. J'essaie d'être tout le temps dans l'action, en fait. Tout le temps en mouvement, tout le temps dans l'action, tu vois. Je peux pas être là, assis mon cul sur une chaise. Oui, ça me fait plaisir une fois de temps en temps, l'hiver, à me branler la bite sur le canapé, à regarder Netflix. Mais tu vois, dans mon éducation aussi, mon grand-père qui est arrivé, immigré d'Italie, qui a bossé toute sa vie, qui m'a toujours inculqué la notion, tu vois, du travail, qu'il faut y aller, quoi, tu vois. Il faut se bouger le cul, il faut aller chercher des choses dans la vie. Il faut arrêter d'être là et d'attendre, ça vient pas à moi. Bah, bouge-toi le cul, bordel. Ce qui est génial, c'est que là, là, en fait, la bête est lâchée. Le jour où on enregistre... Tu viens de terminer chez Iconoclast et là t'es lâché dans l'arène. T'as plus une boîte derrière toi qui te tient. Enfin, les chaînes sont plus là, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Là, le Enzo est lâché, les gars. Mais on va venir du coup sur un peu plus chacun des piliers. Je voulais démarrer par un qui est assez facile à aborder, c'est la visibilité.
on peut parler chiffres, enfin juste à peu près pour donner une ordre de grandeur. Ta visibilité, c'est combien par mois? Tu l'as calculé ou pas? En fait, Sur ça, les c'est réseaux. drôle, c'est que je m'en bats la race, en fait. C'est ça Ouais, qui est ouf, c'est que mais à je me peu donnais près. des trucs parce que, je veux dire, je m'en bats la race. Je suis parce que je veux juste savoir, mais en fait, je vais pas aussi loin que, et peut-être que c'est une faute, hein, mais moi, c'est pour mon bien-être mental, c'est que ça me fait chier. Et c'est des très bons conseils que donnent les autres créateurs de contenu. Il faut traquer, il faut voir, il faut que tu testes tes posts, ce qui marche pas. Je pense que ça dépend où t'en es. Moi, là, je suis à un stade où je poste des trucs qui me font kiffer. Je me dis psychologiquement, j'aime bien cette barrière de, tu vois, genre 100 likes. C'est con, je fais pas pour les likes, mais parce que je me dis c'est une barrière symbolique où j'essaie toujours d'être dans cette barre, ce qui me fait un baromètre de ça marche pas. Et donc je pense être très régulier. C'est drôle ce que je disais hier avec Ruben dans la voiture. Il me dit putain, enculé, genre, parce que je poste pas tous les jours non plus, mais au moins 3 fois par semaine. Et j'ai une régularité dans les interactions, dans le nombre de likes et tout, où c'est assez cool. Et donc en moyenne, je dois faire. Combien ça fait par semaine? Je sais pas, genre 100 000 vues, peut-être un truc comme ça. 100 000 vues par semaine, ok. 100 000 vues semaine, tu vois, sur 3-4 posts, grosso merdo, tu vois. Et toi, t'es sur quel, on reviendra aussi là-dessus, t'es sur quel réseau? T'es principalement Que LinkedIn? LinkedIn, moi, mon Instagram, c'est que pour les potes ou 2-3 conneries. En story. Ouais, voilà, 2-3 stories où tu me verras aller au salon de massage le dimanche et prendre une photo du slip en papier que je me mets dans l'arrêt. Du coup, non, Instagram, c'est que pour les copains. TikTok, je crois que j'ai un compte, j'ai jamais foutu les pieds dessus. Twitter non plus. Non, j'ai que LinkedIn. Je mets entre guillemets all-in sur LinkedIn parce que c'est un réseau qui me fait beaucoup plus triper, tu vois. Les gens sont un peu faux cul, faut se le dire, c'est sûr, tu vois. Mais tu peux créer quand même des belles relations. Moi, je sais que tous les gens à qui je parle sur LinkedIn, c'est des gens tellement bienveillants, tellement cool. On peut me traiter de faux cul ou pas, je m'en bats les couilles. Je sais très bien ce que je vaux, qui je suis et ce que je fais. Et c'est un réseau qui est stylé parce qu'on apporte, tu vois, beaucoup plus de valeur, je trouve, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a cette notion pro, tu vois, derrière, encore une fois. Donc, on fait quand même un peu plus attention, même si parfois on dit LinkedIn, ça devient Facebook. On fait quand même un peu plus gaffe, tu vois, à ce qu'on dit. Genre. C'est pas pareil. C'est pas comme les autres réseaux poubelles, Twitter, TikTok, où tu vois les commentaires. Ah, c'est qui cette grosse vache? Ah, c'est qui ce gros enculé? Les gens, ils sont vraiment méchants là-dedans. C'est de la poubelle, ces réseaux. C'est de la putain de poubelle. LinkedIn, tu peux pas te permettre de faire ça. T'as 2-3 Jean-Jacques qui ont 58 ans, avec la photo, tu sais, qui est juste ici. Qu'est-ce que c'est que ces anglicismes? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Je suis pas d'accord. Voilà, t'en as un dans le lot, c'est bon, t'as 2-3 haters aussi qui ont rien à branler de leur vie que d'aller regarder ce que font les autres et de se faire chier. Et puis t'as globalement tous les autres qui sont là à se donner de la force. Ouais. Tu sais justement la difficulté que c'est de créer du contenu, d'être régulier, d'essayer d'apporter de la valeur. Moi, j'ai autre chose à foutre que de dégueuler sur quelqu'un qui fait ça. Au contraire, je donne de la force tout le temps. C'est vachement bien, il faut pousser les gens qui ont envie de le faire. Et toi, ou sinon, c'est de la critique constructive qu'il faut. Bah ouais, non mais je suis entièrement d'accord. Enfin, déjà, quand tu le fais, tu sais que c'est dur et donc. Je me suis énervé. T'es pas en mode non, mais tu vas pas aller taper sur les autres. Toi, c'est quoi qui t'a fait péter en ligne, tu vois? Tu vois, c'est progressif, t'es régulier, mais il y a des étapes, tu vois. Je pense que si je suis sincère, oui, ça a été la régularité et donc pas mal d'invitations à droite à gauche. Donc le fait de les pousser, les gens commençaient un peu à voir qui je suis. Et honnêtement, ce qui a fait le début de un peu l'explosion, c'est mon arrivée chez Sunday. Ok. Pourquoi? Parce que Sunday, si les gens ne connaissent pas, fintech créé par le groupe Big Mama, 24 millions de dollars en seed, donc jamais une startup a levé autant après un démarrage, hyper croissance, 30 à 450 personnes en un an, même si après c'est cassé la gueule, on dit ce qu'on veut. Moi j'ai vécu l'âge d'or, j'étais là au tout début, et on avait beaucoup d'argent, et on avait tous les projecteurs braqués sur nous. Genre Sunday, c'était tout le monde avait l'œil sur nous tout le temps, parce que c'était la boîte créée par Big Mama et tout, genre qui faisait beaucoup de bruit. Et moi du coup dans le lot, j'étais le seul en fait de Sunday qui postait tout le temps sur LinkedIn. En fait, je gardais ma régularité avec laquelle j'étais venu. J'étais chez Oui Elle Plat, hop, j'arrive chez Sunday, mais je continue. Sauf que maintenant, je suis dans une boîte projecteur braqué sur elle. Et donc, du coup, j'ai profité forcément de la fame de la boîte, tout en restant qui je suis, continuer à faire mes posts sur mon podcast que j'avais, aller justement un peu plus sur la vente, puisqu'on venait me chercher en mode genre ah putain, le mec, il est responsable grand compte chez Sunday. Ah bah attends, et donc j'ai été invité sur d'autres podcasts où là, on m'a proposé de parler beaucoup plus de vente. Et donc, petit à petit, tu vois, genre l'autre vertical a pris le dessus. Et puis, il y a eu les notions après où on m'a proposé de faire du coaching. Tu vois, c'est grâce à LinkedIn, c'est grâce au personal branding. Il y a eu des boîtes qui m'ont vu dans des podcasts, un truc comme ça, qui m'ont dit putain, j'adore ce que tu dis, j'adore comment tu le dis. Tu veux venir coacher la boîte? Je dis vas-y, let's go. Et puis, j'en fais 2, 3, 4 et je fais putain, mais en fait, mais je kiffe de ouf faire ça en fait. C'est génial. Putain, les gens en plus, ils payent pour ça. Et ils kiffent, et moi aussi.
Bon, en fait, go quoi. Sunday, merci pour tout, je vous aime, je reste actionnaire et je vous souhaite le meilleur et on se revoit et on boit des coups. Mais là, du coup, il faut que je fasse autre chose parce qu'en fait, là, c'est en train de m'appeler fort et je suis obligé d'y aller, quoi. Et c'est grâce à tout ça, tu vois, en amont que le truc pète, quoi. Ouais, mais ok, mais trop bien. Enfin, c'est hyper clair ce que tu dis et c'est cool de l'entendre parce que, en fait, il y a à la fois la partie taf, t'es régulier et ça, c'est la base. Et puis à la fois la partie, dans le parcours, parfois, tu peux avoir la chance de passer par un machin où tu as un amplificateur, un Bien projecteur. Sûr. Mais si tu n'avais pas taffé à la base, il n'y a rien qui se serait passé. Et tu vois, je dis ça parce que parfois les gens parlent de chance. Mais en fait, la chance, elle n'existe pas si tu mets pas le taf. La chance, tu te la crées. Voilà. Je vais t'expliquer comment je suis rentré chez Sunday. Tu veux savoir comment je suis rentré chez Sunday ? Vas-y, raconte. Pour te montrer à quel point en fait, la chance, ça se crée en fait. Et que je te dis que je suis tout le temps actif et avec tout le temps des bonnes valeurs, c'est qu'à un moment donné, moi je crois beaucoup au karma. En tout cas, ma mère m'a beaucoup éduqué comme ça. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, elle m'a toujours dit ça, ma daronne. Et donc, moi, je viens tout le temps avec des bonnes valeurs et je suis toujours dans l'action. Regarde comment ça se passe. Je suis chez WeHelp à l'époque. WeHelp, donc peut-être qu'ils ne le savent pas, ça me fait plaisir s'ils l'apprennent aujourd'hui, mais je suis chez WeHelp et je contacte le fonds d'investissement Kerala Venture, qui a investi du coup chez WeHelp. Énorme fonds. Gros fonds, où j'avais eu mon dernier tour de passage à l'époque, parce que j'étais arrivé en tant que premier sales chez WeHelp, et mon dernier tour, c'était Marc Laurent, à qui je fais des gros bisous. Qui est un VC, qui était du coup un VC incroyable et qui était mon dernier tour et qui m'a validé, du coup, qui m'a tamponné pour rentrer chez WeHelp. Et j'avais bien fité. Et un jour où je suis un peu en hésitation, où j'ai un peu envie de partir, je contacte Marc Laurent en mode en soum soum. Hello Marc, je te contacte, je sais pas si j'ai envie de partir, j'adore WeHelp, j'adore les gens qui sont dedans, je veux pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu as des boîtes à me présenter éventuellement? Et je ne sais pas si je dirais oui, mais je suis dans une démarche. Je sais pas ce que je veux faire, je veux juste bien le faire. Et je veux pas que pour l'instant WeHelp le sache, parce que potentiellement je vais rester, j'aime beaucoup cette boîte. Mais je me questionne, j'ai besoin de ton aide. Le mec m'a reçu, café, il m'a donné 3 noms de boîtes. Dedans, il y avait privatiseur. J'ai rencontré Kevin Mert à ce moment-là. Ça fit de ouf, tu vois, mais on bosse pas ensemble. En mode, on s'accorde que, en fait, le taf, ça va pas, grand compte, je vais me faire chier. Bon copain. Donc je reste chez WeHelp finalement, tu vois, je rencontre les 3 boîtes, finalement je reste, ils me proposent un poste de Head of Sales, je reste chez eux. Et 1 an après, le fameux article là que je fais, parce que pareil, tu vois, ce truc là, il arrive je vois Thibaut Renouf, je suis personne chez WeHelp, je vois Thibaut Renouf qui met Follow Tribes, on cherche des gens qui veulent créer du contenu, qui veulent faire un article. Moi je fais la demande sur le formulaire, vas-y let's go, call, moi j'ai envie de faire, personne ne le fait. Il me dit vas-y go. Article qui sort, article qui explose. Genre, je te dis plus de 30 000 vues. Thibaut m'envoie genre un screenshot en DM, genre le lendemain en mode mec, tu nous as cassé le site. Genre, t'avais des Gambato, des Guillaume Moubèche qui avaient genre des 6 000 vues. Il me dit mec, au bout de 24 heures, t'es à 23 000. Genre le truc insensé. Énorme. Et le lendemain, au moment où je poste ce contenu, Kevin qui m'écrit donc je suis encore chez WeHelp, il m'écrit sur LinkedIn. Hello mec, j'espère que ça va, j'avais trop kiffé notre échange du coup à l'époque, je bouge de chez Privatiseur pour un projet de ouf, ça te dit qu'on se parle? Moi je suis en mode genre, bah vas-y, ouais, let's go, on avait bien fité. Je me faisais souvent chasser quand même du coup depuis quand j'étais chez WeHelp. Ouais. Et je suis en mode, bon vas-y, encore un mec, mais Kevin je l'aimais bien, donc mais encore un mec à qui je vais dire non. Il t'a eu une demi-heure en meeting, il m'explique le projet, et à la fin il me fait, t'en penses quoi? Je dis, bah là, frère, en fait, tu m'as mis une bouffée de chaleur. En fait, tu m'as tellement excité que, bah ouais, de ouf, en fait. C'est parti, quoi. Et c'est comme ça que ça vient, tu vois. Ouais. Donc là, je t'ai raconté vraiment le truc. Ouais, t'avais planté des graines, en fait. Et... Je t'ai tout dit, là. Je peux pas faire mieux sur comment vraiment le truc s'est fait, tu vois. Et donc, tu vois, toutes ces mini-actions avec le temps, mais c'est genre de la patience, ce qui est le plus dur à avoir dans la vie. Je suis le plus impatient sur Terre, mais je travaille dessus. Et le mouvement. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait que t'as une opportunité qui se présente à toi. Et après, c'est toi qui choisis de la saisir ou pas. J'aurais pu ne pas accepter les chez Sunday. Et à l'époque, déjà, aller chez Iconoclast. C'est vrai. Parce qu'on te chassait, j'étais encore, on te disait mec. Et j'avais dit du coup que j'allais chez Sunday. Mike m'avait appelé, putain, en fait, tu viens pas. Et je dis, ouais, putain, je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Je le sens. Je viendrai après, promis. J'ai tenu ma parole. Je suis allé, du coup, après Sunday, je suis allé chez Icono. Mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et tu vois, genre. Et dans ma vie, globalement, j'ai aucun regret. J'essaie en tout cas de pas en avoir. Ouais. T'as forcément des petits trucs, mais globalement, sur les choix sur mes 10 dernières années, je sais que je l'ai fait en mon âme et conscience, et je sais que finalement, à chaque fois, ça m'a apporté des trucs de ouf derrière. De toute façon, tu ressors toujours avec des leçons, quoi qu'il arrive. Et
merci pour le partage de la vraie histoire du C'est parcours. drôle, Mais c'est trop drôle, mais c'est tellement. Enfin, ça se passe toujours comme ça. Enfin, moi, tous mes trucs, ils se sont passés par des rencontres qui, sur le coup, paraissent rien. Et puis, en fait, 6 mois après, tu dis, oh putain, c'est pas ce que j'ai parlé c'est parce que je me suis bougé le cul ce jour-là Oui. où j'avais pas envie. Qu'en fait, c'est la vie, quoi. Et on était dans le pilier visibilité. Pour en revenir à nos moutons, j'avais juste une question pour toi. C'est quoi ton poste qui a le plus buzz et c'est quoi ton poste qui t'a rapporté le plus de business? Parce que j'ai remarqué que c'était justement, tu disais on s'en bat les couilles de la visibilité, bah ouais, ça compte, mais en fait c'est pas souvent ça qui rapporte le plus de parce business. que t'as le fameux tofu, mofu, bofu. Ouais, Ça, je fais pas trop gaffe si je le fais ou pas, mais le post qui a le plus marché, c'est le post sur l'article là, Ouais. du Call Call, où j'ai dû faire, je sais pas, 1500 likes et tout. Faudra que je revoie en termes de vues combien ça fait, mais c'était beaucoup. Est-ce que ça m'a apporté le plus de business? Quoi, ça m'a apporté un post Un sur job. Sunday, tu vois. À l'époque, je faisais pas ce que je fais aujourd'hui. Après, il y a eu des posts un peu drôles qui ont marché. De toute façon, je me les mets sur mon profil LinkedIn. Tu as globalement un peu dans l'ordre les posts qui ont mieux fonctionné. Récemment, là, il y a 2 jours, post qui a marché de ouf. Martin Tissier, putain, allez suivre ce mec, il est incroyable. Il m'a invité du coup pour faire un apéro sur les marches de Montmartre. Et du coup, j'ai expliqué un peu le truc qu'il avait créé, tu vois. Genre, je voulais faire un petit post pour le mettre en lumière, tu vois, parce que je trouve que le truc est incroyable pour le remercier. Et deuxièmement, pour montrer ce que les gens créent et pour donner envie aux gens de faire des trucs peut-être similaires ou autres, mais juste leur dire, regardez le truc de fou. On était les seuls à avoir une table de jardin avec des chaises, enfin avec des bancs. Il avait ramené un pique-nique, on était posés, les gens étaient là, genre, waouh, mais c'est génial ce que vous faites. Et oui, c'est ouf ce qu'il fait. Bref, aparté, mais juste pour encore une fois lui rendre honneur. Et bah, ce truc-là, ouais, hyper bien marché. J'ai dû faire là, je sais pas, 100 000 vues sur le post, là, il y a 2 jours, juste sur ce post-là, tu vois, même plus. Et après, ceux qui ont rapporté du business, en fait, pour être très franc, je saurais pas te dire. Mais il y en a eu plein parce qu'en réalité, globalement, j'ai toujours un post par semaine qui me ramène au moins 3-4 rendez-vous qualifiés. Ok. Toutes les semaines. Donc, Ok. mais parfois, ce qui est drôle, je saurais pas te dire lequel, mais je sais que j'ai eu un post où il y a peut-être eu, tu vois, on n'avait pas passé cette fameuse barre des 100 likes là, et qui avait peut-être fait, je sais pas moi, 3000 vues et 70 likes. Et j'ai eu, je crois, 4 rendez-vous hyper qualifiés sur ce poste-là, tu vois. Alors que tu te dis, le truc a pas marché. Mais t'as les bonnes personnes qui sont venues te chercher. Ah, c'est intéressant. Donc, quand même, ce que j'entends, c'est que le résultat de 3 à 4 années de taf, là, sur LinkedIn, à être régulier et tout, c'est que maintenant, quand même, chaque semaine, t'as au moins 5 leads qui arrivent, quoi. Parce que j'ai du contenu à mettre en avant qui donne envie aussi. Parce que je mets toujours un bémol là-dessus. On va aller sur un sujet où je vais peut-être pas me faire des copains, mais je m'en branle. C'est pas parce que t'es régulier tout le temps que tu vas genre péter, ou c'est pas parce que t'es régulier tout le temps que tu vas créer de la valeur, tu vois. Tu peux être régulier et écrire que de la merde. Ouais. Et il y en a de plus en plus. C'est là où je me dis je vais pas me faire des copains, c'est que fin d'année 2022, là, on est en 2023, hein, fin d'année 2022, t'as un peu tout le monde, je suis pas là pour donner des noms, je m'en branle, mais forcément dans leur sens. Ouais, c'est vachement bien, allez-y, créez du contenu, postez tous les jours, c'est vachement bien, ça va changer votre vie, etc. Dans le lot, oui, c'est sûr, mais dans le lot, combien réellement genre vont s'en sortir? Et donc en fait, tu dis à tout le monde qu'il faut y aller, parce que finalement aussi, pour ces gens-là qui prônent ça, ça leur fait du business, parce que souvent c'est des copywriters, des ghostwriters, des trucs, donc en fait, tu dis plus il y en a, plus moi je vais récupérer de business. La réalité, c'est que... Paul ou Martine qui écrivent des trucs parce qu'ils ont dit génial, maintenant je vais poster tous les jours, ça peut être de la grosse merde aussi à force, tu vois. Et je trouve que ça te dessert, même si on te dit faut pas t'attacher au like, il faut s'en foutre, oui c'est sûr au début il faut s'en foutre, hein. Mais il faut que tu viennes en tout cas avec une idée, pas te dire juste je vais poster tous les jours, tu vois. Qu'est-ce que tu veux partager réellement, encore une fois, comme valeur, quelle ligne édito tu prends, tu vois, derrière. Ouais. Et juste poster pour poster parce que tout le monde le fait. Et en fait, maintenant, tu vois, nos feeds, ils sont noyés dans la merde. On est obligé maintenant d'unfollow un max de personnes. Faut faire le tri, ouais. Ouah, moi, j'arrive pas encore à le faire, ça. Je sais pas si tu y arrives, toi, mais j'arrive pas à unfollow des gens et tout, et à épurer mon feed. Je sais, j'arrive pas bien à le faire. Je le fais pas bien, je pense, mais en revanche, il y a un truc dangereux. Enfin, il y a un truc qui se passe, c'est que l'algo le fait à ma place. Mais du coup, je trouve que c'est dangereux parce que l'algo crée un truc d'entre-soi. Tu vois, en fait, je vois les mêmes personnes. En fait, j'ai remarqué que mon beau-frère, enfin le mec de ma sœur, fait des posts qui buzzent de ouf pour sa boîte. On est connectés. Et tu le vois pas. Et je me suis rendu compte que je le voyais jamais. Le mec, il fait des... Je dis, mais attends, mais mec, c'est ouf. Je te vois pas. Et je me dis, putain, en fait, il y a un truc de ouf quand même. C'est l'algo qui fait le tri. Et ça, je pense qu'il faut faire gaffe aussi parce qu'on est dans un entre-soi, tu vois. Enfin, il y a
y a un peu ce truc-là qui se passe. Mais ouais, je suis d'accord. Enfin, ça fait un pont parfait. On parlait de visibilité. J'avais un truc crédibilité. Et là, on parle de stratégie éditoriale, de contenu, de qu'est-ce que tu veux dire. Avant ça, dernier truc de la visibilité, est-ce que... Enfin, qui dit visibilité dit bruit ambiant, dit sollicitation. Comment toi tu gères la charge mentale en fait des réseaux sociaux, les sollicitations, dire non, faire le tri? Bah, j'avoue que j'ai du mal à dire non. Maintenant, de plus en plus, j'essaie de filtrer en fait. Ça dépend le type de sollicitation. C'est sûr que les gens qui me demandent maintenant, avant j'arrivais à le faire, mais maintenant les gens qui me disent ah je kiffe ce que tu fais, on peut se prendre un café, tu peux me donner 15 minutes. Aujourd'hui, je le dis. Maintenant, j'arrive à dire non à ça. Je dis dis-moi sur quoi tu veux qu'on se parle, tu vois. Est-ce que je peux t'aider sur une problématique? Est-ce qu'il y a un truc précis? Est-ce que tu veux te former? Ok, là c'est différent parce que du coup c'est mon taf, donc là je peux t'accompagner et forcément ça te coûte et c'est normal. Est-ce que tu veux juste parler pour parler? Là en l'occurrence je suis désolé, j'ai pas le temps, j'arrive déjà pas à voir ma mère autant que je veux ou mes potes. Donc si je dis oui à tout le monde, à un moment donné je me suis même fait le truc de... Je me suis fait insulter par des potes, mais de toute façon, au final, je l'ai même pas balancé. Mais un soir, j'ai dit putain, vas-y, je crée un Calendly payant, je m'en branle pour une demi-heure, je fais payer 100 ou 200 balles parce que on va voir du coup ceux qui ont vraiment envie, tu vois. Ouais. Et parce que si je commence à faire ça, bah ça veut dire que je donne minimum une demi-journée par semaine. Ouais. Et t'aimerais le faire en réalité, mais tu peux pas le faire tout le temps. Donc des sollicitations en revanche pour des médias, parce que moi qui ai eu aussi un podcast, quand on me demande de venir sur un podcast, je dis vraiment jamais non. C'est ultra rare. Parce que je sais ce que c'est, j'en ai eu un aussi, donc... T'es passé dans combien d'épisodes? J'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai l'impression que t'es le gars le plus généreux en termes de... Enfin, je sais pas, entre 60 et 80, je dirais, je pense. Il pourrait y avoir un podcast de Enzo Colucci. Il y en a eu plein, il y a eu plein de sollicitations, mais ça me fait plaisir. Tu vois, moi qui ai eu un podcast, je me dis c'est trop cool, je rends l'appareil. Donc ça, les sollicitations de médias, et puis on va pas se mentir, c'est aussi, je veux pas être hypocrite, je déteste ça, c'est toujours aussi toi de la promo. Bien sûr, cool, tu te mets en avant. C'est win-win en fait. Ouais. C'est juste, faut pas se cacher derrière un j'y vais que pour faire plaisir ou j'y vais que pour moi. Non, j'y vais pour les deux. C'est les petites graines qui font qu'on te voit partout. En fait. Et moi, ça me fait du contenu derrière que je peux repartager ou autre quoi. Donc, on va pas être hypocrite là-dessus. C'est sûr que ça sert les deux. Et après, sur d'autres demandes de sollicitation, ça dépend. J'essaie de filtrer, ou même les demandes aujourd'hui maintenant de coaching. Je filtre en mode en termes de budget, tu vois. Ouais. Je dis tout de suite, tu vois, genre tu veux te former sur quoi, c'est quoi ton budget, et comme ça on sait si on prend un rendez-vous ou pas, tu vois. Bien sûr, ouais. Le côté, tu prends rendez-vous avec tout le monde et puis tu te rends compte au bout de 5 minutes que ça sert à rien, bah vas-y, tu casses ta productivité, tu vois. Donc sans être méchant, c'est juste que t'as des gens, ils peuvent pas se payer mes services aujourd'hui, peut-être que demain je leur souhaite, et du coup ça me permet aussi de les rediriger vers d'autres gens que je connais, qui sont peut-être plus adaptés ou qui sont sur des prix adaptés en tout cas à eux, leur budget, donc c'est cool. Ah ouais, okay. Ça fait travailler aussi les autres, tu vois. Genre, donc j'essaie de vite l'identifier pour vite le rebalancer, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que je réponds à tout le monde. Ça aussi, c'est un truc, tu vois. Ça, c'est un sport. Hein. C'est un sport, mais encore une fois, je te dis, le concept Madaron qui me dit fais pas aux autres ce que tu n'as pas qu'on te fasse. Moi, quand j'écris à quelqu'un, j'espère qu'il me répond. Donc, je suis pas toujours le plus réactif. Parfois, je suis réactif parce que je suis pile sur LinkedIn, tu m'écris, bah, je te réponds tout de suite. Parfois, je vais prendre une semaine. Mais je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. C'est pas une connerie, genre. Je trouve ça normal. Les gens m'écrivent. Je t'ai dit, je suis personne. Je vais pas prendre la grosse tête. Je suis rien, moi. Donc, c'est la moindre des choses de respecter les gens et de leur répondre, tu vois. Même si c'est pour leur dire non. Et t'as le droit de leur dire non gentiment. Seuls gens à qui je réponds pas, c'est les gens qui me prospectent. Et de temps en temps, je m'en farcis un. Les messages automatiques. Ouais, les messages automatiques. Où ça n'a rien à voir. Ta grand-mère, le gars, putain. Je vous relance pour être sûr que vous avez bien reçu. Hier, j'ai failli lui écrire oui, j'ai bien reçu, mais je m'en bats la race, frère. Avec tes messages automatiques, ça fait 5 que tu m'envoies. T'as fait 0 effort. Donc, je leur réponds pas, ça c'est sûr. Ouais. Mais quand c'est des demandes personnalisées, toujours, mec, bien sûr. Je trouve ça normal, en fait. C'est le jour où j'aurai un community manager ou un agent et que je me le souhaite pas forcément d'ailleurs. Mais... Ouais, bah là c'est moi je te le souhaite, ça voudrait dire que tu t'avances à fond et que c'est vrai qu'après faut pas besoin, tu sais, encore une fois, c'est où est-ce que tu mets ton curseur, mais c'est ce sur quoi je travaille de plus en plus là, et c'est pour ça que je suis content d'avoir ma liberté totale là à partir de la rentrée. Mais c'est quoi ton objectif financier, tu vois, par mois? Ouais. Ce que tu veux faire, comme on entend sur certains autres podcasts, et c'est cool, les gens ils ont de l'ambition, ils ont le droit, hein. Je veux faire 1 million cette année, moi je m'en bats la race de faire 1 million. Je veux bien vivre, je veux faire genre suffisamment d'oseille, comme je dis tout à l'heure, pour payer des restos à Madaron quand on va au resto ensemble, payer un resto aussi aux potes quand on y va, me faire des vacances où je veux, pas me priver sur ce que je veux acheter, mais de toute façon, je suis pas bling bling, genre mon scooter ça fait 10 ans que je l'ai, il est très bien et je mets juste ce qu'il faut en révision et j'ai pas envie d'acheter de bagnole de trucs, si après ça va être acheter de la pierre, mais donc voilà, dès que je réponds à tous ces trucs là,
C'est le faire en moins de temps possible. Est-ce que du coup, je dis une bêtise, mais c'est 20-30 000 euros par mois, tu peux les rentrer en bossant que 2-3 jours par semaine. Là, on est bien. Pas besoin d'avoir un agent, pas besoin d'avoir quelqu'un en plus qui va gérer tous les problèmes, tous les trucs. Qui dit plus d'oseille, dit plus de responsabilité, dit plus de contraintes. Donc, à un moment donné, où est-ce que tu mets le curseur pour te sentir, toi, bien ? Bah justement, là, je passe au pilier crédibilité. Toi, tu réponds à tout le monde. Mais pour l'instant, il y en a combien, du coup, qui te suivent ? Il y a combien de personnes dans ton réseau ? Sur LinkedIn, je crois que je dois être à 17 000. Tu vois, genre, c'est pas non plus... tu vois, je suis pas un Thibault Louis, je suis pas les autres, là, j'en sais rien. Même Ruben, qu'on adore, qui était là, du coup, tout à l'heure, qui a 80 000 ou j'en sais rien, tu vois. Mais je dis une petite communauté, c'est déjà énorme, 17 000 personnes. Énorme. Mais je trouve hyper engagé. J'ai vraiment des taux d'engagement, je trouve, sans les analyser. Je m'en bats les couilles, je regarde pas, mais j'ai une notion. Je sais quand ça marche pas, forcément. Mais je vois que les gens sont engagés, ouais. C'est cool. Et parce qu'à la fois, j'ai une communauté qui est quand même très ciblée. On est beaucoup sur des dirigeants, des postes sales global, hein, aussi bien du SDR, du petit sales qui se lance, que de l'alternant, que du VP. Mais on est quand même beaucoup dans cette branche-là. Donc finalement, comme je délivre aussi du contenu qui est toujours en lien avec ça, bah, ils le consomment et ils me le rendent. Et tu vois, genre, c'est... Ah ouais, en fait, c'est super efficace, j'ai l'impression. Parce que tu as une communauté super efficace, ça te ramène du business, tu as de l'engagement. Mais si ça, c'est vrai parce que, on en parlait tout à l'heure, parce que tu es régulier et que tu dis pas de la merde, en fait, tu apportes de la valeur. Et c'est là-dessus que je voulais en venir sur la crédibilité. C'est qu'à un moment donné... bah, tu es crédible si tu dis que tu fais du sales, ouais, mais en fait, tu délivres des trucs sympas autour de ça. Et je voulais en venir justement sur comment tu travailles ta crédibilité. Moi, j'aime bien prendre la triptyque. Il y a le canal, il y a l'audience et il y a le message. Toi, on a dit que tu étais pas mal sur LinkedIn. Ton audience, tu viens d'en parler. Du coup, dans ta ligne édito, en fait, tu parles de quoi, tu vois ? On prend ta strat édito, c'est quoi que tu dis comme message ? En tout cas, si on parle de crédibilité, mec, parce que dans ma ligne édito, j'ai quoi ? Je partage les contenus, je partage la réalité aujourd'hui de mon quotidien, ça veut dire les coachings, j'explique du coup ce qu'on a fait en coaching rapidement, je vais pas donner le détail bien évidemment, mais je montre en fait un petit peu les coulisses, c'est tu vois genre la petite photo à chaque fois qui va bien, où tu vois les smiles de tout le monde, tu vois que les gens sont contents, tu vois que ça délivre, tu vois que les gens commentent, waouh c'était trop bien, donc ça donne aussi aux gens de venir, c'est sûr. Maintenant, de plus en plus de vidéos pour aller un peu plus loin, changer de cette fameuse, tu vois, photo-texte. Ouais. Je suis pas très, du coup, moi, justement, que texte ou... En fait, j'essaie de montrer ce que je fais tous les jours. Moi, mon réseau, c'est ça aujourd'hui. C'est peut-être moi, je m'en bats les couilles de ce que les autres pensent. Mais en tout cas, je montre ce qui se passe vraiment. Et je montre, du coup, là, demain, je vais faire beaucoup plus de vidéos sur les coulisses avec des caméras embarquées, des trucs pour que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'un vrai coaching. Et de temps en temps, bah, ça va être aussi via les médias dans lesquels je passe. Donc, je repartage le contenu que je peux donner, ce qui donne une image de moi aussi plus réelle. Et de temps en temps, mais c'est assez rare, je suis pas justement pour ces posts, en tout cas, peut-être que je l'étais, en tout cas, je le fais plus aujourd'hui, les posts inspirationnels, en tout cas, un petit peu à deux balles. En fait, je trouve que tellement de gens le font, tu sais pas où tu as été cherché, on va pas se mentir, il y a beaucoup de... Les gens copient beaucoup ce qui se fait du coup aux US et se l'approprient. Et moi, en fait, ça me vénère, tu vois. Donc moi, je veux pas être dans ce truc-là de prôner des choses, de m'approprier des choses des autres. Je fais ce que je fais, je suis qui je suis. Et tous ces contenus-là, un peu, je trouve, ils sont emmerdants à force, tu vois. On sait pas si ça vient de ChatGPT, ça vient vraiment de toi, si t'as genre plagié un truc ou autre. Donc moi, je montre juste les réels et je trouve que c'est important. Bah, comme là, en plus, tu vois, tu le fais maintenant. La vidéo, on a besoin de voir le vrai, comment les gens ils bougent, leur gueule, comment ils parlent. C'est ça l'authenticité, tu vois. Ouais. Donc moi, ma ligne d'édito, c'est ça. C'est ce que je fais au quotidien sur mes coachings. Partager, montrer un peu aux gens l'envers du décor, leur donner envie aussi du coup de venir eux aussi, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu partages les coulisses, mais c'est vrai que j'y réfléchis maintenant. Tu donnes pas vraiment de technique de vente. Tu viens pas si tu veux des techniques, tu m'appelles et puis on va en coaching. Non, mais tu vois, il y en a qui font que donner des méthodos et tout. Toi, c'est vrai que c'est pas trop ça, en fait. Je les donne sur les médias. Okay. Ça, c'est différent, tu vois. Je les donne pas par écrit. Je vais le dire aussi, c'est sûr. Encore une fois, je veux pas de langue de bois. Je m'en bats les couilles, genre. J'ai pas envie que les autres s'approprient mon contenu, justement. Tout le monde est un peu à l'affût de « Ah, il a fait ça. Ah, tiens, j'ai déjà vu des trucs, en fait. » C'est pour ça me fait rire. J'ai déjà vu des gens faire des posts. Et comme par hasard, c'était ouf. Il y avait des trucs dedans que j'utilisais dans mes prêts à moi à l'époque. J'étais chez WeHelp. Tu te dis, le truc a tourné. La personne l'a repris, tu vois. Donc ça me vénère, même si à la fois, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est bien. Oui, c'est pour ça. Mais c'est toujours un peu... J'ai quand même la part de moi qui... J'ai quand même envie de te mettre une patate. Même si ça fait plaisir, oui, de se faire à la fois copier, parce que ça prouve que
tu fais quelque chose de bien. Mais du coup, ça m'énerve. J'aime pas en tout cas cette mentalité, tu vois. Et donc, tout ça pour te dire quoi? Parce que du coup, je me suis embarqué dans mes émotions et je me suis énervé. Là, c'est un truc qui trigger la copie. Non, mais parce que du coup, non, c'était finalement, tu donnes pas des méthodos. Je donne mes tips. Bah forcément, au quotidien, les gens payent du coup mes formations et je leur délivre, je pense, en toute fausse humilité, beaucoup de valeur, vraiment, pour avoir les retours. Vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de choses très pragmatiques, beaucoup de choses adaptées à leur business. C'est ce qui fait que les gens kiffent, avec une approche, je pense aussi, très humaine, très bienveillante. Et à la fois, je botte des culs. Donc, tu vois, c'est toujours un peu ambivalent à ce niveau-là. Mais donc, oui, je donne pas, genre, je fais pas des articles de blog où j'explique les 4 méthodes du truc. Je le montre. Ouais. En fait, je l'écris pas, je le dis. Enfin, je le dis pas, je le fais. Et là, on parle de crédibilité. Et là, tu vois, on parle du call club. Ou combien aujourd'hui sont coach, là, je parle pour mon secteur, combien sont coach de vente parce qu'ils ont fait genre 2 ans dans une boîte et qu'ils ont compris comment ça marchait et que maintenant ils ont vu que le freelance c'est cool et que le coaching ça paye et ils sont improvisés coach de vente et ils ont rien fait réellement du coup avant. Et en fait, ils se prônent genre des pros du call ou d'autres choses. En fait, moi, plutôt que d'écrire des articles pour t'écrire, j'en ai fait un du coup une fois, tu vois. Mais au lieu d'en écrire tout le temps et d'être redondant sur ce que je vais dire, parce qu'au plus à un moment donné, tu te fais chier, c'est tout le temps la même chose que tu répètes. Ça se vit du coup la vente. Ouais. C'est de l'humain. Et donc moi, je te montre au travers de vidéos, au travers genre d'exemples, on appelle des gens en et direct. On prend des rendez-vous en direct. Ouais, pour les auditrices auditeurs, Call Club, c'est ça. C'est toutes les semaines, Enzo, il est en live. Et pour un client, un vrai client et des vrais prospects, il appelle des gens en direct. Et il se prend des bâches en direct, potentiellement. Et potentiellement, il prend des rendez-vous en direct. C'est du réel, c'est authentique, c'est ça, tu vois. Écrire un article sur ce que tu veux et que je te dis, genre, j'ai été pioché à droite à gauche et j'en ai fait un truc et je dis, ah voilà, c'est ça. Ouais, c'est cool, une fois de temps en temps. Ceux qui en font genre tout le temps, en fait, c'est chiant, à la fin, on le lit même plus. Tu sais pas si c'est toi ou pas, tu vois, genre... Toi, tu fais du show don't tell, en fait. J'aime bien cette stratégie de crédibilité où, en fait, bah, tu... Ouais, c'est intéressant, là, qu'on en parle maintenant, tu vois, je suis en train de comprendre. Enfin, en fait, t'es identifié comme le boss de la prospection téléphonique, enfin, en tout cas, comme... Ton nom est associé à ça, tu vois. Les gens veulent se faire coacher leur équipe pour leur apprendre à être meilleur en call avec Enzo Colucci. Et tu le fais sans donner trop de technique, mais tu le fais en faisant, bah, si je récapitule, en faisant 3 à 5 posts par semaine, enfin 3 à 5 publications par semaine, principalement sur LinkedIn, sur des formats texte-image ou texte-vidéo. Et à chaque fois, tu donnes les coulisses de ce que tu fais, ou alors tu montres ce que tu fais en live, live LinkedIn, Call Club, et ouais, non, c'est top. Les techniques, je les donne à l'oral, parce qu'encore une fois, on est sur de la vente, et donc du coup, je les donne en coaching, je les donne dans les contenus médias dans lesquels je passe, et dans les émissions qu'on peut faire, tu vois, genre réel. Ouais. Voilà où je donne du coup les techniques de vente. Ça doit du coup... Parce qu'en fait, tu dois rebondir sur quelque chose, faut qu'il y ait une situation, faut qu'il y ait quelque chose de concret, tu vois, genre, je peux pas dire la vente, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de coachs, moi je passe derrière, où les gens me disent en coaching, bah il y a eu un mec, mais bon, voilà, il s'est pas adapté à nous, il a cru qu'il connaissait tout parce que ça fait 15 ans qu'il fait ci, qu'il fait ça. Mais en fait, la vente, c'est juste une situation précise, parce que c'est un humain face à un humain. Ouais. Donc il y a forcément une réaction différente. Donc il y a forcément un feedback à donner qui est concret et qui est du coup réaliste sur une situation, mais peut-être pas dans l'autre. Donc en fait, on peut parler pendant 20 ans, écrire des bouquins sur la vente, sur autre chose, mais faut montrer les choses en fait. Ça, du pragmatisme. Ah, je suis d'accord. Et du coup, ça te prend quand même pas mal de temps. Moi, j'avais une question juste sur cette partie crédibilité. Tu es régulier depuis le début. Comment tu t'organises, tu vois? Est-ce que tu as des outils? C'est quoi le truc? Pourtant, je suis quelqu'un d'assez organisé. Ouais, j'ai l'impression. Je suis quand même organisé. Je serais un mytho, encore une fois, de dire ça. Mais à la fois, j'optimise pas ce truc-là. Tu vois, quand je vois justement tous les autres créateurs de contenu qui ont genre leur Notion nickel avec tout leur contenu préparé, machin et tout à l'avance. Frérot, moi, c'est une semaine sur l'autre. Parfois, c'est la veille pour le lendemain que j'écris mes posts. Okay. Quand j'ai une semaine d'avance, je suis content. Ça veut dire que j'ai pris le train. Parce que du coup, j'ai une flemme monstrueuse, je le dis, j'ai une flemme monstrueuse d'écrire des contenus, encore une fois, sur LinkedIn. Je vais pas me le cacher, je le fais parce que j'ai envie, encore une fois, genre, je repense à ma mission qui est, ok, j'ai envie du coup d'aider les gens, et du coup, je sais que ça drive mon business, donc je dois le faire. Mais oui, c'est très quand même chronophage, tu vois, donc ça demande de l'organisation, et donc souvent, je me donne une semaine à l'avance. Et oui, quand je te dis, c'est quand je prends le train, parce que là, j'ai pas le choix, donc je dis, nique sa mère, vas-y, il faut que j'écrive mes posts, tu vois. Mais souvent, je procrastine beaucoup. Je suis pas du tout le mec qui a genre un mois d'avance, parce qu'encore une fois, je reste dans le réel, et donc en fait, le coaching que j'ai fait genre la semaine dernière, je vais te le montrer la semaine d'après, et ainsi de suite, tu vois. Donc en fait, moi, dans ma façon de faire, je ne peux avoir qu'une semaine d'avance, tu vois.
Parce que ce soit un call club, que ce soit du coup, genre, tu vois, bon, les podcasts éventuellement un peu à l'avance, que ce soit du coup, genre, les coachings que je fais ou autres, c'est d'une semaine sur l'autre, tu vois. Bien sûr. Donc en fait, bah voilà comment je m'organise. À l'arrache, sa grand-mère. Mais t'as des outils, tu les programmes. Tu programmes quand même un peu. Bah je programme maintenant que LinkedIn te donne le droit de le faire, donc depuis pas longtemps. Avant, sinon, mec, j'étais putain d'archaïque. J'avais genre mon réveil, genre le matin à telle heure, et j'allais sur le truc et je balançais mon post. Dès le réveil, même pas genre des trucs, bah dès le réveil en fait je me le mettais genre, je postais à 8h45, j'avais dans mon agenda tous les mardis 8h45 le créneau de fait, et le réveil en plus, et donc après bon bah boum, je le postais directement là, sur place, tu vois, je le programmais pas, j'avais pas les, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'il y avait comme outil du coup là-dessus, les outils de programme là, pas Refer, mais je les connais même pas. Je suis archaïque aussi dans le truc, moi. Ou tout, je sais plus quoi. Bon bref, on s'en fout. Ouais. J'utilisais pas. Et donc bah, tu veux savoir ce que c'est, mec? Bah, on peut en montrer aux gens, genre, mais mec, post LinkedIn, voilà. Et en fait, du coup, bah, c'est mes notes, voilà. Et de toute façon, c'est d'une semaine sur l'autre. Ça ne ressemble à rien, frère. Ça, voilà, t'as tout l'envers du décor. Bah, c'est parfait. Et mes notes d'iPhone, genre, pareil sur l'ordi, ça me permet de tout avoir en fait en permanence. Mais facilement. Ouais, mais après, ça me surprend pas que tu dis ça. Alors déjà, moi, je m'organise pas mieux. Si c'est d'une semaine sur l'autre, c'est une victoire. C'est sur un Evernote dégueulasse. Et j'ai échangé avec Thibault Louis, Voilà. qui pèse bien lourd dans le game LinkedIn. Plutôt, oui. C'est des notes, lui. Il s'envoie des notes à lui-même. Ouais. Une semaine sur... Et il les fait, lui, il les fait carrément. Il a juste ses notes. Et il fait même pas ses posts à l'avance. Il prend la note qui l'inspire et il le fait. Et il fait ça 2 fois par jour, quoi. Et ok, intéressant. Mais juste du coup, ouais, toi, tu délègues rien, c'est toi qui fais tout seul aujourd'hui. Ah ouais, je fais tout. Bah ouais. Parce que non, mais en fait, moi, je suis surpris parfois. Il y a pas mal de gens qui délèguent, en fait. Et ça reviendra peut-être, mais je sais pas sur quoi, tu vois, genre payer quelqu'un pour payer quelqu'un. Faudrait vraiment que ce soit genre chiant, tu vois. Mais aujourd'hui, si la vidéo, j'imagine le montage et tout, ça va être sûr. Ça, je sais pas faire. C'est sûr qu'à partir de la rentrée, je prends quelqu'un qui me fait du coup montage, tutti quanti et tout. Mais après, une fois que j'ai le contenu, bon bah moi, je l'écris, je le poste, voilà, terminé quoi, tu vois. Mais et là où je vais déléguer demain, c'est sur de l'admin, tu vois, vraiment. Ouais. Mais community management, bon, on verra peut-être, hein, mais. Non mais ok, intéressant parce que et ok, et juste une question d'initier là. Enfin, toi quand tu programmes tes posts, t'es devant LinkedIn ou pas? Parce que tu sais, il y a le truc de si t'es devant, tu commentes en même temps et ça aide un peu. Ou parfois, il part le post pendant que t'es pas là. Ah bah souvent en fait c'est ça, parce que du coup moi je programme souvent le matin. Ouais. Et je suis en coaching le matin. Ah ouais, donc t'es pas là pour réagir. Donc souvent, bah tu vois, le post là qui a marché de ouf, je l'ai vu genre typiquement, mais genre 3 heures après, j'ai dit attends, je reviens à 300 likes, je dis wow, et j'avais rien commenté, rien du tout, tu vois. Donc bien souvent, ça dépend. J'essaie quand même d'être assez à l'affût, tu vois. En tout cas, je vais passer plusieurs fois dans la journée. Je sais que c'est dans les 2 heures qui suivent le post qu'il faut réagir le plus. Donc souvent, j'essaye tant bien que mal d'aller souvent dessus et de recommenter les gens pour un peu entretenir le reach. Et sinon après, je repasse dans la journée, pareil pour un peu entretenir le truc. Mais si je peux pas, je peux pas. Si je suis en coaching, je suis marron. Donc quand je suis en coaching, justement, genre je poste, je sais pas, genre j'ai un coaching de 9h à midi, je le poste à 8h30. Donc éventuellement, je peux voir la première demi-heure commencer un peu. Après, je fais un break au bout d'1 heure et demie de mon coaching. Donc pendant le break, là. Ok, et toi c'est le matin. Ok, intéressant. Ouais, c'est souvent ça que j'ai fait dernièrement. Après, j'ai un peu tout fait hein, aussi, l'après-midi, le matin. Ok. Ouais, non, mais moi je fais le soir. Parce que ça me bouffe la tête de le faire le matin. Ouais, je comprends. Et sur la crédibilité, dernière question, et on termine par l'identité. Tu vas voir d'ailleurs avec un truc qui est proche de l'ikigai. C'est quoi ta pire connerie, forcément? Tu t'es là depuis, tu postes 3, 4, 5 fois par semaine depuis 3 ans, 4 ans. T'as fait une connerie? C'est quoi ton pire bad buzz? Enfin, tu vois, même si, sans parler de trucs horribles, tu vois. C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'en avoir. Je suis pas sûr d'avoir un bad buzz. Non, parce que pendant longtemps, je postais que 1 à 2 fois par semaine, max, et c'était souvent, comme je t'ai dit, du coup, du média ou autre. Donc bon, c'est difficile de faire de la merde ou de me faire défoncer. Récemment, j'ai posté plus, que j'avais plus de contenu à partager, mais toujours dans cette même optique, tu vois. Genre, c'était juste, j'avais plus de podcasts dans lesquels je passais, plus d'émissions, plus de trucs, donc je partage ces choses-là. J'ai pas l'impression d'avoir fait un post de merde un jour où je prends pas parti, tu vois, genre à la fois je suis clivant, mais je suis clivant dans ma communication, Ouais. parce que
parce que je botte des culs, parce que je dis des gros mots, parce que je dis merde, chez putain, enculé, mais parce que c'est la réalité, tu vois. Genre, on est des sales, on se bouge le cul, on fait du business, on peut être bienveillant tout en étant vulgaire. En tout cas, moi, c'est ce que je prône. Les gens, ils y croient pas. Moi, je sais que je suis aussi bienveillant que je botte des culs. Et donc, je suis clivant là-dedans. Mais après, je suis pas clivant dans mes pensées, où tu vois, je prends pas parti, je tire pas ni sur le salariat, ni sur l'entrepreneuriat. J'essaie d'être objectif, en fait, je comprends les deux parties, tu vois, genre, et je ne prends pas parti moi parce que j'en ai rien à branler des autres, en fait. Moi, ce qui m'importe de manière très égoïste, c'est moi et mes proches, tu vois. Tant que moi, je me sens bien, que je suis en phase avec mes idées, que mes proches le sont aussi, que... Moi, tant que tout le monde va bien, ça va, en fait, tu vois, genre, j'ai pas besoin de prendre parti de trucs ou quoi, genre, on s'en fout de toute façon de mon avis, dans 2 jours, on l'aura oublié parce que il y aura je sais pas qui aura montré son cul sur les réseaux, parce qu'il y aura quelqu'un qui qui se sera fait éclater la gueule, malheureusement, en manif, ou... De toute façon, le contenu, il est consommé, il est écrasé un peu plus, donc on s'en fout de mon avis, tu vois, j'ai pas besoin de le donner. Donc non, j'ai pas l'impression d'avoir fait des bad buzz, et je sais pas si on va aller sur ce terrain-là, mais j'ai pas beaucoup, peut-être que je vais les réveiller du coup là, sortez de terre. J'ai pas beaucoup de haters, tu vois. Bah, honnêtement, j'allais pas trop aller sur ce terrain-là parce que j'ai pas l'impression justement que t'en aies beaucoup. Non. Et... sans les citer pour pas leur donner trop du coup de valeur. T'en as un ou deux quand même. Un ou deux, un peu casse-couille, mais tu sais, c'est toujours en plus les mêmes gens. C'est des gens qui ont pas des vrais comptes. Ah oui, tu ok. vois, genre. Donc, tu sais pas trop. Et c'est pas non plus très régulier pour être franc, mais ça arrive de temps en temps. Tu leur réponds ? Non. Une fois, j'ai répondu. J'ai fait la connerie d'ailleurs de le faire. Ouais. J'ai fait la connerie de le faire sur un post où du coup j'expliquais que j'avais arrêté mon podcast et que j'allais écrire un livre, que j'étais en train d'écrire un livre sur l'échec justement avec ma petite cousine. Et dedans, je cite, donc là pour le coup un peu volontairement, les sujets que j'ai traités, les sujets d'échec. Parce que moi, je parle d'échec au sens large, je parle de résilience, de ce que les gens traversent comme période sombre. Le truc s'appelle échec. Et donc, dedans, je cite cancer, machin, homosexualité. Parce que du coup, évidemment que Basile qui est venu, et on commence le podcast en disant, évidemment que c'est pas un échec d'être homosexuel, arrêtez d'être con. C'est juste comment tu te sors d'une situation comme la sienne, où t'es dans un milieu hostile et tu dois assumer ton homosexualité. Et c'est ça qu'on a traité comme sujet, tu vois. Et avant que les gens, bien évidemment, tu sais, les gens ne s'intéressent pas à ce que tu as fait. Ils regardent juste le truc et ils jugent et ils tapent, tu vois. Et donc, il va sur ce terrain-là. Et au début, je réponds un peu pour rigoler. T'iras voir. Ah bah non, certainement pas au machin. Je dis, ah mec, j'adore les gens comme toi, tu sais, genre, et bref. Bon, ça entretient un peu le reach. Je fais un peu volontairement au début pour me dire, tiens, ça va faire un peu plus reacher le post. Puis en fait, c'est de l'énergie gâchée. Ces gens-là ne méritent pas votre attention, ne méritent pas votre énergie. Ces gens-là, je les plains, parce que je lui ai mis du coup dans le poste, je dis vraiment, je plains des gens comme toi. Ça me fait, j'ai beaucoup d'empathie et ça me fait de la peine, parce que tu dois avoir un tel mal-être au fond de toi pour venir, tu vois, genre un peu déverser des mauvaises ondes, parfois de la haine. C'est que putain, je plains ta vie, mon pauvre, ça doit être horrible. Ou ma pauvre, parce qu'on sait pas, vu que c'est des faux comptes. C'est des faux comptes. On sait pas. Donc bref, tout ça pour dire que j'en ai pas beaucoup. 1 ou 2 qui se baladent de temps en temps. Et maintenant, du coup, j'ai pris le parti pris, parce que je crois que sur le post, justement, il y en a un qui est un peu revenu ou qui a fait un commentaire un peu de merde. Maintenant, je les taille, genre fort, tu vois. Genre le mec, Jacques, je sais pas comment il s'appelle, le gars, ou Jean, machin. Il dit, ouais, est-ce qu'on peut arrêter de parler de soi ou machin dessus? Je dis, prends un Xanax, Jeannot, ça va bien se passer, tu vois, genre. Bientôt, je leur dirai d'aller se faire enculer aussi, je pense, dans pas longtemps. Ouais, tu peux. Mais avec un peu d'humour, tu vois, genre, parce que bon, ça fait du bien. Mais ouais, en fait, leur répondre, c'est leur donner de l'importance. Donc, et à la fois, t'as quand même envie d'aller chercher ton Rich, parce que tu sais que si tu vas un peu titiller avec lui, ça va faire monter le truc. Donc c'est... Mais il y a un truc qui est relou. Alors moi, ça m'est arrivé. J'ai pas beaucoup de haters non plus, parce que je suis pas trop clivant et je cherche pas ça. Et puis pareil, j'en ai un peu rien à foutre. Mon avis, tout le monde s'en branle, et donc je vais pas aller donner mon avis sur des sujets où j'essaie d'apporter de la valeur aussi, tu vois. Je me retrouve un peu dans ce que tu dis. J'y arrive pas tout le temps, mais j'en ai eu 1 ou 2 parfois qui viennent. Et par contre, ce qui est relou, c'est que quand tu leur réponds, je sais pas, ça doit être vu dans leur... ces gars-là ont d'autres potes haters, en fait, ils viennent tous... Ah putain, en fait, un haters en attire un autre. Et j'ai remarqué une fois qu'il y en a un qui est rentré dans un de mes posts, un peu, elle fait la connerie de lui répondre. Et en fait, le fait que lui prenne la parole, ça a libéré tous les autres peureux qui osaient pas. Putain. Et bam, et après, putain... Et j'avais... j'étais là, putain, j'aurais pas dû répondre. Et j'avais même Kevin Dufresne qui était venu me défendre en commentaire. Le brave, et lui qui en a géré pas mal, je pense déjà. Et il m'avait dit laisse tomber, mec. Bien sûr, faut pas s'y attacher, mais
Ouais, tout le monde en a, pas beaucoup, bref. Mais oui, l'idée en tout cas que je voulais refaire ressortir de ça, c'est il y en aura peut-être toujours. Moi, j'ai découvert ça récemment, parce que j'ai de la chance de pas beaucoup en avoir. Et ça m'a fait chier la première fois en mode genre, putain, l'enculé. Et après, je me suis dit, frérot, viens, on s'en bat la race en fait. Ouais. Vraiment, genre, beaucoup de peine pour lui. Et donc, ça te pique forcément. Bien Au sûr. départ, ça te pique un peu tous les gars en mode genre, ah le bâtard. Et puis après, tu fais, ah, mais mec, en fait, laisse tomber. Ouais, c'est vraiment ça, c'est n'attache Albatar. aucune importance et aucune énergie à ces gens-là. C'est ça, moi, si je peux conseiller les gens là-dessus. Mais c'est ouf, hein, parce que sur les réseaux sociaux, comme dans la vie, en fait, tu peux avoir 1000 trucs positifs et il y a un truc négatif et bam, il prend trop de place, quoi. Mais après, c'est le détachement que tu as du regard des autres. Ça, c'est un gros sujet du coup que j'ai traité dans le podcast et dans la notion d'échec. C'est arriver à se détacher. Et moi, plus le temps passe, plus je me détache parce que je suis tellement en phase avec moi-même, justement. Je commence à être tellement épanoui dans mon quotidien. Je suis bien entouré. Enfin, tu vois, genre, j'essaie de développer beaucoup de gratitude, moi, au quotidien. J'ai un toit, je gagne bien ma vie, j'ai des parents, j'ai des grands-parents, j'ai des potes. Je mange à ma faim. Je veux un truc, je l'achète. Je suis putain de pas à plaindre. Donc, je suis hyper heureux de ce que j'ai. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il y a autour m'atteint pas vraiment. Je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai autour de moi. Ce qui est genre en dehors de ce cercle-là, si c'est pas positif, je m'en bats la race. Et génial. On va terminer sur l'identité, mais ça, je trouve que c'est génial. C'est un énorme sujet parce qu'en fait, qui dit réseaux sociaux dit. On est des animaux sociaux déjà. Donc le fait de se comparer, c'est de la survie juste. Enfin, Oui. On peut pas éviter de juger, de s'auto-juger, de se comparer. C'est comme ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait qui est important. Et je trouve qu'il y a le danger de, même si c'est pour du business, même si c'est génial, même si on partage de la valeur, tu es sur des réseaux sociaux et donc il y a un nombre de stimuli par jour qui est bien supérieur à celui pour lequel notre cerveau a été programmé. Hein. Je crois qu'à la base, on est censé avoir, 3 pics d'adrénaline par jour, dans la nature en tant que chasseur-cueilleur, tu vois, parce que c'est un danger qui fait ça. Et en fait, là, aujourd'hui, on en a 10 000 par jour. Enfin, c'est un truc ingérable, tu vois. Et on est surexposé. Franchement, les gens se montrent sous leur meilleur jour, on l'a vu tout à l'heure. On est surexposé à d'autres succès, forcément de la comparaison. C'est quoi, tu vois, pour quelqu'un qui... Enfin, pour n'importe qui est sur les réseaux et qui lutte un peu avec ça, et moi, je pense que j'en fais partie aussi, c'est quoi le truc que tu as appris, que tu conseillerais de faire pour se détacher de ça, justement? C'est d'avoir son entourage, tu vois. Moi, j'essaie de me dire... Oui, c'est une notion du coup d'entourage. C'est juste, encore une fois, de savoir pourquoi tu fais les choses et d'être en paix avec toi-même. Moi, j'ai fait aussi pas mal de méditation à un moment donné quand j'étais plus jeune, quand j'avais monté ma boîte. Donc, en fait, ça me fait penser à ça. C'est juste, tu vois, quand il se passe un truc comme ça, c'est... Pose-toi, respire, prends du recul sur les choses, essaie de dédramatiser. Est-ce que tu vas mourir ? Est-ce que tes proches vont mourir ? Oui, ça t'atteint. Tu as le droit, du coup, d'avoir une émotion qui arrive là et qui est peut-être pas hyper joviale. Encore une fois, quel impact réel, tu vois, genre ça, ou est-ce que tu dois accorder du coup de l'importance à ça ? C'est normal, encore une fois, hein, c'est humain, comme tu dis, d'être touché, mais tu dois pas être touché dans ton entièreté, tu vois, tu dois pas remettre en question qui t'es en tant que personne, et tu vois, t'as fait un truc, il y en a qui n'ont pas validé, de toute façon, tu peux pas faire l'unanimité, tout le monde sera pas d'accord avec toi. Si toi, tu sais encore une fois pourquoi tu fais les choses, et après, moi, j'ai envie de dire ça aussi, tu me lances sur un sujet très sympa, comment est-ce que tu fais pour avoir suffisamment justement de confiance en toi pour pouvoir te détacher de ce truc-là ? Ça passe, pour ma part, les gens font ce qu'ils veulent, par une hygiène de vie saine. Ça veut dire faire du sport tous les jours. Ça, moi, c'est un truc, c'est obligatoire. Les gens le savent. Bougez-vous le cul, bordel. Vous savez tous qu'il faut faire du sport. Bougez-vous votre putain de gros cul parce que vous vous rendez pas compte réellement quand vous le tenez ce que ça vous apporte. Justement, cette notion de résilience, de discipline. Quand j'ai pas envie, j'y vais quand même. Quand je me surpasse, je me surpasse. Quand j'arrive pas, j'apprends l'humilité. Bref, c'est incroyable. Physiquement, je me sens hyper bien. Je me sens bien dans mon corps. Donc, si je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Je sais que du coup, je peux plaire. Je me plais à moi-même, surtout ça, le plus important. C'est de se plaire à soi pour pouvoir rayonner et plaire aux autres finalement derrière. Donc, je me plais à moi-même parce que ça me fait du bien. Plus du coup, cercle vertueux, je fais du sport. C'est pas pour m'enculer une pizza ou un McDo derrière. En tout cas, pour ma part, encore une fois. Ça veut dire que derrière, j'ai envie de bien manger. Oui, je fais des cheat meals. Oui, je mange de la pizza ou des burgers de temps en temps. Mais je veux dire que je fais ces efforts-là qui contribuent à aller du coup dans un autre sens. Et après, du coup, au fait, c'est un petit truc en plus, tu vois, positif. Mais tout part, je pense, de l'hygiène de vie.
c'est est-ce que tu fais du sport ? Lire ou pas, moi je trouve que c'est quelque chose que j'essaie de développer avec les années aussi. Méditer, faire du yoga ou autre, c'est juste en tout cas prendre du temps pour soi. Francky Sfez, qu'on connaît du coup tous les deux, mec incroyable, allez voir ce qu'il fait parce que les gens s'imaginent la méditation, c'est qu'en fleur de lotus pendant une demi-heure, être comme as. Alors qu'en réalité, c'est juste, parfois quelques secondes, tu vois, et juste avec soi et de respiration. Et c'est ça, c'est juste avoir une hygiène de vie saine. Tu vas voir ce que ça t'apporte en fait autour et tu vas vouloir tout le temps aller chercher un petit peu plus. Et ça consolide l'estime et la confiance en soi, qui est deux choses différentes. Mais donc, moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en phase. Je me sens bien dans mon corps, donc bien dans ma tête. Oui, je traverse des choses compliquées, mais je me suis relevé de choses beaucoup plus dures aussi avant. Donc, je sais que je vais pouvoir l'affronter parce que je sais que je suis bien entouré et je sais que je fais les choses pour moi, bien sûr, mais aussi parce que je prône des belles valeurs. Donc, en fait, dès que je me rattache en fait, à tout ça, en fait, ça va. Ouais, hygiène de vie, hygiène de soi, hygiène sociale aussi. C'est une phrase d'Esther Perel que j'adore qui dit la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Donc, pour moi, en tout cas, c'est important d'avoir une sorte d'équipe, quoi. Cercle proche. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Voilà, il paraît. Moi, je pense plus que ça, mais en tout cas, on est clairement la somme des gens qu'on côtoie, bien sûr. Et trop important parce qu'il y a un moment aussi. Je pense que la solitude peut être. peut être casse-gueule. Il peut y avoir beaucoup de solitude alors qu'il y a beaucoup de monde qui te suivent sur les réseaux, quoi. C'est pas la même chose, le cercle proche et l'audience. Mais ouais, merci. Le temps file. J'ai envie de terminer sur le pilier identité. Enzo, on a fait visibilité, crédibilité, identité. On avait un peu démarré par ça, avec toi, ton histoire. Et voilà, et moi je voulais pour le faire, on pourrait y passer des heures en fait, mais pour le faire de manière un peu pragmatique, en fait, je voulais explorer comment tu bosses ton identité avec un concept qui fait penser un peu à celui de l'ikigai, qui s'appelle le monopole personnel, qui est un concept qui a été développé par David Perel, un penseur business, et que j'invite tout le monde à aller voir. Il est super intéressant, surtout actif sur Twitter, comme beaucoup dans le monde anglo-saxon. Et en fait, le monopole personnel, c'est quoi ? C'est 3 choses en fait. C'est ta curiosité infinie. Genre ce qui t'anime, ce sur quoi tu prends plaisir à parler, tu pourras en parler pendant 10 ans. Donc on pourrait imaginer un premier cercle qui est en intersection avec un deuxième cercle qui est, et là on ne me voit plus, je vais arrêter de faire ça, mais qui est celui de ta compétence, le truc vraiment qui est facile pour toi et qui potentiellement est super chiant pour 99% des gens, tu vois, le truc facile pour toi. Et le dernier truc, c'est ta personnalité, tu vois. Et voilà, toi tu dis des gros mots mais t'es super bienveillant, etc. Et l'intersection des 3 trucs, ta curiosité infinie, ce de quoi tu pourrais parler pendant 10 ans, ta compétence, ce qui pour toi est facile mais les gens te disent t'es expert, je peux te payer pour ça, et ta personnalité, trouver l'intersection des 3, ça fait qu'en fait t'as un monopole personnel, c'est-à-dire que tu fais du Enzo Colucci et personne peut copier, personne peut faire du Enzo Colucci comme Enzo Colucci, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que t'as développé un truc autour du cold call, même si des gens t'ont copié parfois, ça te fait chier, mais que personne peut copier. Aujourd'hui, les gens, ils veulent Enzo, ils veulent pas juste du cold call, tu vois. Et je voulais savoir, là, comme ça, si on reprend ces 3 éléments, curiosité infinie, ta compétence et ta personnalité, tu vois, c'est un peu ça qui fait Enzo Colucci. C'est quoi les trucs qui font que, des sujets sur lesquels tu es curieux de manière infinie, tu vois. Tu pourrais parler pendant des heures. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'échec et il y a... Ouais, c'est globalement... la vente, le business, ça me passionne parce que j'adore, tu vois, et c'est pour ça que je pense que je réussis aussi dans le coaching, c'est que tous les business m'intéressent, tu vois. C'est ça qui fait que je coach aujourd'hui, c'est que je m'ennuie vite dans une boîte, et là, pouvoir avoir un panel de clients hyper divers et variés. Genre, j'ai fait aussi bien cybersécurité, immobilier, assurance, fintech, medtech, toutes les boîtes SaaS, des boîtes qui vendent des interphones, du matériel de bureau, de tout. Parce que tout m'intéresse à chaque fois, tu vois. Moi, mes phases de découverte, c'est OK, parle-moi du business. OK, tu cibles qui ? OK, comment tu le fais ? OK, pourquoi ? Qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à présent ? OK, pourquoi vous êtes créé du coup à la base ? Et tu vois, et en fait, c'est des questions, moi je trouve que c'est de la curiosité bien placée. Ça, c'est un concept que je nomme tout le temps dans mes coachings, c'est justement de la curiosité bien placée. Et moi, du coup, ça me passionne, donc je peux parler très longtemps de business. J'ai tout le temps envie de savoir un peu les nouveaux trucs qui se font. Et en tout cas, quand je rencontre des gens, c'est pourquoi ils le font, qu'est-ce qui les anime derrière, etc. Donc business au global, mais forcément du coup avec une grosse verticale vente, ça du coup ça m'intéresse toujours, de savoir comment les gens processent les trucs, à quoi ils ont pensé, les profils, les trucs. Et après c'est plutôt l'humain au sens large, tu vois. C'est pour ça que j'avais créé un peu, tu vois, le podcast Phoenix l'échec mentionne très bien, c'est
C'est l'humain qui m'intéresse. Et c'est l'humain dans sa difficulté, où je peux en parler des heures, tu vois. C'est une notion de dev perso, si tu veux, mais c'est comment la personne, elle gère ses émotions, comment elle s'organise, comment elle fait dans l'adversité, d'où elle vient, tu vois, genre l'éducation, comment ça influe derrière sur ton comportement, comment tu fais preuve de discipline au quotidien. Tu vois, c'est tous ces sujets-là où je peux en parler des heures. Et ça, du coup, je suis tout le temps en quête de nouveautés là-dessus, de comprendre, mais de m'intéresser aux autres, tu vois. Donc ça, c'est les trucs qui me drive en tout cas. Ouais. Et là, tu vois, il y a déjà un truc, c'est qu'en fait, peut-être que sur ces sujets-là, l'échec, tu l'as bien poncé, donc peut-être t'es rapidement dans le top 5% des gens qui parlent d'échecs super bien et de comment gérer face à l'adversité. J'ai fait 50 épisodes, mais bon, il y en a qui sont plus expérimentés que moi, vraiment. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le concept du monopole personnel, ok, mettons que t'es dans le top 5%, ça reste encore faisable, tu vois. En fait, il y en a peu après qui vont être dans l'intersection de ça et de ta compétence qui est, en fait, toi... ta compétence, il y a bien sûr décrocher le téléphone. Est-ce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui parlent de business et de se relever d'échecs et qui décrochent le téléphone comme tu dis. Là, tout de suite, tu es dans le top 1%, tu vois. Ouais. C'est quoi ouais, du coup, si on repart juste de le truc que tu as, où pour toi, c'est un jeu et pour les autres, c'est chaud, quoi. Bah, tout, en fait. Moi, je m'amuse au quotidien, en tout cas, j'essaye. Et c'est dur. Et parfois, du coup, je suis seul avec moi-même et j'ai cette image. Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu le Joker, le clown triste, tu vois. Genre, j'ai fait bonne figure tout le temps devant les gens parce que c'est ce que je prône et que je veux montrer, du coup, une bonne image. Mais bien sûr, parfois, quand je suis tout seul chez moi, genre, je bade, tu vois. Genre, j'ai des périodes de doute aussi. Mais donc, du coup, je travaille sur, ok, pourquoi ces doutes? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que je suis si heureux? Et pourquoi est-ce que d'un coup, je me mets à bader tout seul? Tu vois, genre, donc... d'où ça vient? Merde, c'était quoi ta question? Je suis parti en couille là. C'était les compétences en fait. Moi, ce que je vois enfin, ce que tout le monde voit, ça va être le call call. Le mec est très fort en call call, en prospection téléphonique. Mais en fait, c'est quoi les trucs clés qui font que, enfin, ce qui pour toi est facile et pour les autres est difficile, tu vois? En vrai, franchement, j'en sais rien, mec. J'en sais rien. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Dis-moi ce que tu vois, ou Ouais. tu veux que je fasse faussement le mec humble? Je vais pas être humble et je vais Non, dire ne ce que sois je pas pense. Je pense que j'ai une éducation genre assez particulière. J'en parlais il y a pas longtemps. J'étais chez ma tante là, avec ma petite cousine, justement, à qui on écrit le livre. Et on rigolait à quel point, genre, en fait, je ne comprends pas comment ma mère et mon père se sont mis ensemble. Ok. Tellement, genre, j'ai deux personnes diamétralement opposées. Et donc, j'ai vécu donc, une éducation qui était très, tu vois, genre... je veux dire clivante, mais en fait, genre ambivalente. Enfin, parce que tu veux, genre, tellement rien à voir l'une de l'autre. Que du coup, j'ai un peu ces deux facettes de personnalité. Et donc, je pense être... À la fois, j'avais un profil très introverti, très analytique, parce que j'avais peur du côté de mon daron. Et de l'autre côté, extraverti, fou dans l'excès avec ma mère. Et heureusement, du coup, j'étais à 80% avec elle. Donc, en fait, j'ai développé vachement plus cette part, tout en ayant l'autre. Donc, en fait, mon éducation, la difficulté que j'ai eue quand j'étais gosse, en fait, m'a apporté une certaine notion d'équilibre, tu vois. Et c'est pour ça que je suis aussi bien, je pense, bienveillant, comme vulgaire, comme tu vois, genre, où j'essaie de jouer tout le temps un peu sur ces parties-là. Même si je pense être quelqu'un qui est très blanc ou noir, j'essaie de travailler sur être gris, mais en tout cas, tu vois, genre dans l'approche business, j'essaie toujours d'être hyper objectif et très tourné vers l'humain, justement, parce que mes expériences ont fait que, alors déjà, mon éducation par ma mère et ma grand-mère m'ont amené beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité, et mon travail, mes 10 années d'expérience là en sales, avec vendre des ONG, me marrer, rencontrer des gens de ouf, pas me prendre au sérieux, je sais pas, en fait, c'est un tout, tu vois. Je ne saurais pas t'expliquer ce qui fait, genre, ma compétence. C'est que j'ai été top performer partout où je suis passé. Vendre des ONG dans la rue, j'étais le meilleur de Suisse. Chez WeHelp, du coup, j'étais le meilleur du coup, à vendre. J'étais le premier sales, je suis passé head of sales. Chez Sunday, je connaissais rien à la restauration. J'ai pété tous les scores sur tous les pays où on était. Aujourd'hui, en faussement humble, encore une fois, depuis 1 an, je coach quasiment toutes les plus belles boîtes du secteur. Moi, mon objectif, c'est d'être numéro 1. Partout où je passe, en fait. Mais sauf que je veux pas le faire au détriment des autres, je veux pas le faire en écrasant les autres. Moi, je veux être numéro 1 parce que je veux être numéro 1. Parce que inconsciemment, tu as toujours ce petit enfant qui a envie de montrer à son père de quoi il est capable et d'avoir la fierté du daron, tu vois. Donc, partout où je passe, je veux tout niquer. Mais je veux le faire avec des putains de bonnes valeurs. Donc, en fait, c'est un mix de tout ça, tu vois. Je pense que j'ai une personnalité ultra atypique. Unique, j'ai envie de dire, même si chacun est unique. Il n'y a pas de débat. Mais je sais qu'il y a un truc que je peux apporter aux gens aujourd'hui parce que j'ai une personnalité qui sort vraiment du lot, tu vois.
Et ok, donc en fait super fort en sales, si on prend tes compétences, super fort en sales. Tu pètes les scores, enfin c'est les scores Parce qui que je parlent. m'intéresse aux gens, en Ouais. fait, tu vois. Genre, pourquoi j'ai été top performer à chaque fois, c'est que justement, j'ai cette curiosité dont tu parles et que j'arrive de zéro et que tout m'intéresse dans un secteur. Je savais pas vendre des ONG, je connaissais rien à ça. J'ai vendu après, j'ai monté une boîte dans l'automobile. J'ai bossé dans le médico-social. J'ai dû m'adapter après, pareil, dans la restauration. Donc à chaque fois, je suis en mode, ok, comment ça marche? C'est quoi les biais? C'est quoi les personnes que j'ai en face? Je m'intéresse à eux vraiment. Et une fois que je m'intéresse à eux et que j'importe, tu vois, genre, j'incarne ces valeurs que je prône moi tout le temps au quotidien et que je mets les gens à l'aise et que je crée du lien et qu'on déconne et que pourtant on fait du business, bah, c'est ce qui fait que derrière, je top performe, tu vois. Ouais. Et qu'en plus, je suis organisé. Ça, c'est ouf. Bah ouais, c'est ce qui fait que tu es unique. Il y en a peu qui sont top performers sales, mais qui s'intéressent vachement aux gens et qui s'intéressent à la partie de dev perso, de comment on fait face aux difficultés, et qui à la fois le font sans se prendre au sérieux en insultant la moitié de la Terre, mais en étant bienveillant. Et il y a un autre truc dans tes compétences qui, je trouve, fait qu'en fait, là, tu es vite dans le top 0,1%. C'est qu'en plus, même si tu dis que c'est pas fait exprès, pour moi, tu es un des meilleurs marketeurs que je connaisse, en fait. Dans le sens où ce que tu fais, tu arrives vachement à le transmettre, à le distribuer de manière claire, en fait. Et même s'il y a une partie volontaire, il y a une partie involontaire, un commercial qui prend la parole comme tu le fais, qui arrive à quand même avoir une stratégie de contenu cohérente, récurrente, qui donne de la valeur, avec ouais, quand même un travail sur l'image. En fait, il y en a peu qui le font. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a peu qui le font, et ça, ouais, ça ajoute une corde à ton arc. Enfin là, je trouve tout de suite être dans les commerciaux qui en plus sont des bons marketeurs, parce que tu as ton site, parce que tu as une image qui est travaillée, ta couleur c'est le orange, on s'est mis en orange aujourd'hui. Tu vois, il y a quand même un truc. Enfin, il y en a peu qui l'ont. Sortir mon bandana qui est dans le Ouais, sac. t'as ton bandana, mais t'as que des idées de ouf. Moi qui suis un gars du marketing, t'as des super idées marketing aussi. Et ça, en termes de compétences, rien qu'à l'intérieur de compétences, j'ai l'impression que t'as un croisement, plus l'organisation, on en a parlé, qui fait que c'est plus rare, tu vois, déjà. Je sais pas, j'essaie de faire un mix, si tu veux, entre genre amener des bonnes valeurs, faire du business, ça c'est sûr, m'amuser. J'ai choisi toutes les boîtes et toutes les expériences que j'ai faites, je les ai choisies en mon âme et conscience. Donc si je prends pas de plaisir, je m'en vais. Ouais. J'ai pas le droit de me plaindre. Et donc en fait, comme je l'ai choisi, je kiffe. Et donc je me marre. J'ai des idées, je suis créatif, je fais des trucs, tu vois, genre je teste, mais ça me fait triper. Et après, autour de ça, tu prônes encore une fois genre des valeurs humaines qui parfois du coup s'oublient. T'as un autre truc là auquel ça me fait penser, tu vois, genre sur les verticales que j'ai choisies, parce que ça me fait tilt avec ce que tu viens de me dire là, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes en réalité, tu vois, dessus. Sur l'échec, comme tu l'as dit au tout départ en France, bah ouais, j'ai été dessus. Il n'y avait pas grand monde qui en parlait. Je me dis cool. Donc c'est vrai que tu peux vite sortir ton épingle du jeu si tu arrives à mettre en place encore une fois quelque chose de régulier avec des bonnes valeurs ou quoi. Call, alors de la vente, du coaching, bien sûr, il y en a plein. Call, il y avait quasiment personne, voire personne. Donc oui, j'ai dit cool parce qu'en plus c'est un truc que je kiffe et que je sais faire et ça me fait triper. Et donc en fait, bah oui, là tu sors ton épingle du jeu, tu vois. Et bon, on va s'arrêter, mais voilà, on a essayé un peu de décoder Enzo Colucci, mais non, mais c'est chaud. Mais on voit les composants. Même moi, j'essaie pour être très franc, parce que les gens du coup ils verront, mais j'ai rien préparé. Tu m'avais envoyé des trucs, mais moi j'ai rien lu exprès. Et ce qui est hyper intéressant avec tes questions, c'est que là, moi-même parfois là, j'ai compris des choses parce que je me lis vraiment là. De toute façon, je suis comme ça tout le temps. Genre, je prends pas de pincettes et puis je fais pas semblant, mais même moi, je me décode là en mode brainstorming, tu vois. Bah ouais, mais ça se voit d'ailleurs. Mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a une part consciente et inconsciente. La part consciente, t'es super organisé, tu fais plein de trucs consciemment. Il y a une part inconsciente et bah merci en tout cas de t'être prêté au jeu. Il y a plein de manières de décoder une identité. C'est un terrain tellement complexe que j'aime bien le concept du monopole personnel et j'invite les auditrices auditeurs à y réfléchir. En fait, c'est assez simple, c'est un peu comme l'ikigai. Qu'est-ce que je kiffe comme sujet? Qu'est-ce que je sais super bien faire? Et c'est quoi ma personnalité? Comment je suis tous les jours? Et déjà, en faisant le croisement de ces trois choses, bah, on se rend compte qu'il y a plus grand monde en fait. C'est dans les intersections qu'on tire son épingle du jeu. Je passe aux dernières questions que je pose à tout le monde. Le truc à retenir pour quiconque voudrait se lancer, voudrait travailler sur son image. Putain, je suis pas un expert du personal branding, moi, bordel. Mais quelqu'un qui veut bosser sur son image. Un conseil, tu dis? Ouais. Bah, trouve un truc qui te fait kiffer, un truc que t'aimes justement. Enfin, on revient à ces notions que tu viens de citer d'ikigai, quoi. Essaie de voir vraiment un truc qui te fait triper, sur lequel t'as envie de parler. Sois régulier et tu verras, quoi. Mais il peut avoir du coup que des choses positives en fait qui découlent de cette racine.
Donc pars d'une racine positive, un truc qui te fait triper, sois régulier, et tu verras ce que ça t'apporte en fait. Super conseil, merci. Et non, très cool. Et d'ailleurs, ça pourrait être un truc pas business du tout aussi. Je tiens à le dire parce que ça ne doit pas forcément être un... Moi, c'est ce que je m'étais dit avec le podcast, tu vois, à l'époque, c'était genre, je m'étais fixé comme objectif 50 épisodes. Je fais 50 épisodes de podcast et je poste toutes les semaines sur LinkedIn. Bah voilà. Et ça a mené, tu vois, genre plein d'autres choses. La boule de neige. Bah ouais. Parce que le podcast, avec ça, rencontre incroyable, plus de podcasts sur lesquels je passe, donc plus de visibilité gratos, naturelle avec LinkedIn, donc plus de contenu. Des conférences où tu commences à te faire voir, conférence égale haute conf, égale du coup genre après coaching, enfin tu vois, En fait, ça sert à rien de faire des plans en fait. Tu peux pas. T'ouvres une porte, il y en a 10 autres qui s'ouvrent. File-toi un objectif sain, un truc qui te fait, encore une fois, genre triper, moi ça me faisait plaisir, je le faisais pas pour la thune, j'avais aucune envie de monétiser le podcast, je ne l'ai jamais fait, ça m'amène aujourd'hui à un livre, tu vois, parce que j'ai écrit le podcast. Il sort quand le livre? Ta gueule. L'année prochaine, 2024, normalement oui, 2024. Et tu vois, genre c'est ce truc-là, en fait, c'est chaque petite action t'amène autre chose, mais l'objectif, moi, était, je veux rencontrer des gens, je veux partager des valeurs genre très cool, et on verra bien. Ouais. Et je suis parti avec ça. Et l'objectif de 50. Un truc quand même, genre, tu vois, quantifiable pour te dire, je vais jusqu'à 50. Quand j'avais des périodes de baisse, non, vas-y, on s'est dit 50. Je m'arrête pas avant. Ouais. Parce que pour moi, un podcast, il est crédible à partir d'un certain nombre d'épisodes. Il y en a plein qui se cassent la gueule au bout de 3-4 épisodes. Ouais. Donc, je voulais avoir une certaine crédibilité, justement, là-dessus. Et après, tout ce qui s'est passé, je pouvais pas le prévoir. Donc, j'ai saisi les opportunités quand elles sont venues, tu vois. C'est la magie de se mettre en action. Antépénultième question, l'avant-avant-dernière. Partage 3 personnes business qui ont, selon toi, une super bonne réputation, tu vois. Une super bonne répute, Guillaume Moubèche. Il est quand même costaud, le Guillaume. Franchement, il est quand même très costaud, même s'il nous montre beaucoup trop ses abdos sur Instagram. Fondateur de l'Emlist. petit clin d'œil à Guillaume, mais il est monstrueux. Et je pense qu'il a une très très bonne image. Caroline Mignot, elle a une très très bonne image aussi. Caro, elle est incroyable, elle partage un contenu de ouf. Machine de guerre, Caro. Machine, hier je vois son... Pareil, du coup sur Insta, je la vois, là, elle fait carrément genre un podcast avec Tadei, tu te dis, oh, la meuf, elle est passée dans une sphère. Elle est passée dans une autre sphère. Ah ouais, mais elle est trop cool, elle prône pareil des putains de bonnes valeurs, elle est vraiment très... moi j'adore cette meuf. Caro, Guillaume, j'essaie de prendre des mecs et des nanas un peu costauds, mais enfin... costaud, en fait, ça veut rien dire de toute façon, mais parce que je veux dire avec des grosses audiences aussi, mais ta question c'est qu'ils sont inspirants et qu'ils ont des bonnes images, c'est ça? Ouais, qui pour toi ont de super bonnes réputations, tu vois. Ouais, bonne répute, bah ouais, c'est sûr, Caro, Guillaume. C'est déjà pas mal. En vrai, il y en a plein, parce que... Il y en a plein, putain, c'est dur, enculé, 3... Attends, pour le 3e, alors avant-dernière question, c'est celle de la passe décisive, ça va t'aider à en sortir un 3e. Qui dans ton réseau a une super bonne réputation et pourrait passer ici? À qui tu ferais une passe D? Qui dans le réseau a une bonne répute? Alors, heureusement plein, parce que j'ai quand même que des gens cool autour de moi, j'ai envie de dire. Qui dans le... Ah putain, t'es un enfoiré, ça fait choisir, c'est chiant ça. Il y en a tellement qui ont des bonnes réputes, franchement, pas beaucoup de gens sont clivants de ouf, mais je te l'ai déjà dit, je vais pas la redire elle, parce que je t'ai déjà fait une passe D avec elle, du coup, la fois d'avant. Je vais pas dire Manon Tournant, tiens, comme ça je peux la citer en 3, tu vois, j'allais dire Manon Tournant, Nina Ramen, je cite un peu des nanas aussi, parce qu'on cite souvent du coup les mecs, mais il y a beaucoup de nanas qui font des trucs de ouf, elles en font toutes les 3 parties, puis il y en a plein d'autres du coup que je cite pas. Qui je peux te donner? Foiré, c'est tellement dur. Un mec que je vois pas assez, mais qui pour moi du coup a bonne répute, que je dois voir plus, que je dois voir du coup à la rentrée. Je lui fais une petite passe D, je le kiffe. Basile Vierne. Ok, je connais pas. Bah voilà, bien fait. Ok. Basile Vierne, très bien. J'essaie toujours de sortir un truc un peu qui change, mais Basile, il est ouf. Il fait trop triper ce mec. Il est trop gentil, il est ultra smart, pareil, hyper carré, pas de chichi, pas de langue de bois. Les mecs comme ça, on en veut tout le temps, quoi. Magnifique, merci. Ah ouais. C'est quoi la meilleure manière de te suivre, de te joindre, de t'envoyer des petits mots d'amour après ce podcast? Sur LinkedIn, mec, toujours, comme je disais tout à l'heure, je réponds à tout le monde. LinkedIn, les gens me rajoutent.
un petit message, ça fera plaisir. Dispo pour échanger, en tout cas sur des notions sales business. Pas pour prendre un café, les gars. J'aimerais, mais je peux pas. Mais toujours dispo pour les gens, en tout cas, même s'ils ont des questions. Ce que je leur dis, je l'ai encore dit hier, j'étais un truc networking, c'est je vais sans doute pas accepter pour un café, mais si t'as des questions, dis-moi et je t'envoie un vocal et j'y réponds, tu vois. C'est ce qu'il y a de plus rapide pour moi. Ouais, LinkedIn, quoi. Merci beaucoup, mec. Avec plaisir, gros.